Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 3e épisode de la 5e saison de Cold Facts, un épisode que l'on pourrait presque qualifier de traditionnel puisque l'on reçoit nos deux pécalistes préférés, Roland Gué et Geoffrey Vauclair. Avec eux, on va revenir, on va faire une sorte de présentation des clubs romans dans l'ordre alphabétique, à savoir Ajoie, Bienne, Fribourg, Genève et Lausanne. Mais avant ça, on va d'abord un petit peu regarder qui est-ce qu'on voit devenir champions, qui sont les favoris de ce championnat de National League. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Très très bien. Comme promis, on n'est pas les deux seuls au micro, on le partage. Aujourd'hui, on a deux invités. Roland Gué, Geoffrey Vauclair, bienvenue au micro de Colfax pour la saison 2 du crossover pécaliste Colfax. Salut, bonsoir. Salut les gars. C'est le multiverse en fait, hein. C'est vraiment, on est en train de faire une licence Marvel. Moi je propose qu'on prenne un appart les quatre ensemble aussi parce qu'on se voit tous les 2 jours. On se voit beaucoup en ce moment. On se voit beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir à ce micro. L'année passée, on a eu beaucoup de plaisir à vous accueillir. On a parlé des heures, presque en fait, vraiment. On a fait 1h45 si je me rappelle bien. On n'a pas d'objectif cette année, qu'on rassure les gens qui nous écoutent, qui ont le courage de nous écouter pendant près de 2 heures. Mais du coup, avec vous, on va faire un peu des théories autour de cette saison qui commence tout soudain. On a déjà commencé avec Jean-Fred ces 2 dernières saisons. Du coup, on va aussi un petit peu vous écouter. Pour commencer, si on doit juste faire un tour de table, vous devez mettre 100 francs sur un champion de Suisse en fin de saison. Vous les mettez sur qui ? Zurich, au revoir. Ah non, Zurich. Je veux une explication. Ouais, moi, détail. si je veux suivre ton pari, je veux savoir Zurich, pourquoi. parce que forcément, on a regardé un petit peu ce qui s'est fait à l'intersaison. Zurich était déjà très fort l'année dernière. Forcément, ils vont en finale. On rappelle quand même qu'ils mènent 3-0 dans la finale avant de perdre la finale. Donc, ils auraient déjà pu être champions suisses l'année dernière. Puis là, ils ont été chercher quelques joueurs, dont bien évidemment Texier, qui est venu encore renforcer l'offensive de Zurich. Donc, ouais, pour moi, je pense que ça va jouer entre Zurich et Zug, comme d'hab. On pourra parler de Genève, bien évidemment, plus tard et des autres. Mais pour moi, Zurich a une petite longueur d'avance. Ben, tu sais quoi, je voulais mettre Zurich, Roland, mais tu m'as piqué Je t'ai mon piqué idée. tes punchlines. Mais, ouais, je veux dire, il y a quand même beaucoup de monde qui voit Zug. Si je connaissais pas la gestion de la part de Tangnes de son équipe sur les 2 dernières années, je ne mettrais pas Zug, mais je trouve qu'il arrive vraiment bien à toujours bien préparer son équipe. Il arrive surtout à satisfaire tout le monde. Je crois qu'il met clairement un rôle à chaque joueur dans son équipe qui a accepté. Bien sûr, tout le monde voit Zug comme une maison, mais j'aurais pu aussi parier sur Zurich. Mais franchement, c'est Zug. Ouais, je veux dire, si ça joue comme la saison passée, je les vois fortement. J'aurais pu mettre une pièce aussi sur Genève, mais Genève, peut-être que au niveau des postes, des gardiens, et puis d'une défense peut-être qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui est peut-être limite au niveau nombre s'il y a des blessés, donc je vais rester sur Zug. Mais Zug, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce problème quand on a déjà gagné 2 titres ? Ouais. Est-ce qu'on a encore vraiment faim ? Enfin, on voit ça dans les sports collectifs souvent. Ouais. On dit que c'est tellement difficile parce que tu es arrivé au sommet, puis s'y maintenir, c'est presque plus difficile. Ah non, c'est sûr que ça sera, à mon avis, s'ils font un 3e titre, donc le triplé, ça sera sûrement celui qui sera le plus difficile, mais j'adore la gestion de Tangnes de son équipe. L'année passée, il y a Hoffmann qui arrive au milieu de saison alors que cette équipe marchait très très bien déjà. Tu dis, ça peut amener un petit peu des étincelles dans le vestiaire. Et puis apparemment, il n'y a pas eu de souci. Chaque joueur a compris son rôle. Greg Hoffmann a bien compris son rôle. Il ne faut pas oublier que Greg n'a pas eu des playoffs si exceptionnels que ça. Hein, je veux dire, mais il n'y a personne qui a mis la pression comme exemple, malgré qu'ils étaient à un moment sous pression, vu qu'ils perdaient 3-0 dans cette série contre Zurich. Et puis tout, quand même, malgré tout s'est bien fini, quoi. C'était un peu le conte de fées. C'était parfait pour les suiveurs comme nous, pour les supporters, parce que c'était une sacrée série. Donc moi, je vais parier sur Zug. Tu me diras, c'est un peu le pari facile, mais on est dans le championnat de Suisse, des paris compliqués. Si tu mets Ajoie, on te dira là tu prends des risques, mais sinon est-ce que l'histoire... Je pense que Zurich est à mon avis favori par rapport à Zug parce qu'il y a l'année dernière, parce qu'il y a cette finale qui perdent et ils vont pas se faire avoir une deuxième fois de suite face à Zug comme ça, et parce qu'ils ont soif de revanche. Donc c'est pour ça que moi je mets Zurich un tout petit peu en avance par rapport à Zug, qui est une grande équipe, on est d'accord, mais Zurich un tout petit peu d'avance sur le plan psychologique, parce que passer par où ils ont passé l'année dernière, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de refaire les mêmes erreurs cette année, quoi. Moi j'aimerais bien t'entendre, Geoffrey, justement, si on parlait de l'an
l'année d'après un titre. Je vois à quoi tu veux venir. Autour de cette table, on a un titre à nous 4. Ouais. Bon, c'est toi. Ouais, votre vie n'est pas finie, les gars. 98-99, tu gagnes avec Lugano ton seul titre. Enfin, ton titre. Ouais. L'été qui a suivi ce titre, c'est un été qui est particulier l'année d'après, donc vous ne gagnez pas. C'est vraiment si difficile? C'est difficile en plus que nous on a gagné contre l'ennemi universel de Lugano qui est Ambry. On gagne alors qu'eux avaient dominé toute la saison. On gagne chez eux. Nous je crois qu'on avait fini 4e du championnat, donc ou 3e, je ne sais plus. Puis on arrive chez eux, ils ont l'avantage de la glace. Tout le monde les voyait gros comme des maisons parce qu'ils avaient vraiment dominé. Je crois que Petrov avait fait une saison à presque 100 points ou 90 quelque chose. Possible que ce soit même leur record dessus. Ouais, c'est possible. Vous en avez parlé, je crois, dans votre émission il n'y a pas très longtemps. Et puis on arrive là, on est outsider, donc c'est beaucoup plus facile quand outsider. Et puis on gagne là. C'est sûr que l'été était fatigant, surtout les 3-4 semaines après le titre. T'as le championnat du monde juste après. J'ai juste c'est ton seul championnat du monde en 99. Exactement, ouais. Donc je fais les championnats du monde, après je rentre, je pense que je dors environ une semaine de suite. et puis voilà, mais c'est vrai Greg, c'est une très belle analyse de ta part. C'est beaucoup plus difficile de réitérer ce que tu as fait l'année d'avant, surtout qu'on était encore une meilleure équipe, un petit peu à l'image de ce Zug. Cette saison, on a eu 2-3 gros renforts. Je crois qu'il y avait Igor Fedulov qui est arrivé ou des choses comme ça, mais vraiment on a eu des... Je pense qu'Igor est même arrivé l'année d'avant, mais il n'était pas encore considéré comme Suisse. Donc voilà, et puis à la fin, tu te rends compte que... alors on a perdu la première année, là il n'y avait pas de discussion, Zurich méritait clairement, mais la deuxième année, on gagne la série 3-1, on les domine, et puis... Les matchs où il ne fallait pas se détendre, on s'est détendu et puis on s'est fait totalement avoir. Christophe Baluette peut vous en parler aussi parce qu'il était là. Donc voilà, donc c'est vrai que, comme je l'ai dit avant, si Roland n'avait pas choisi Zurich, j'aurais choisi Zurich, mais je me suis dit, voilà, je ne veux pas faire la même chose que lui. Je fais déjà pas mal de trucs la même chose que lui. Donc, je veux dire, pour moi, c'est un réel exploit si Zug, malgré la Mannschaft qu'ils ont réussi à faire un triplé. Ouais, puis on a l'impression que... pardon. J'allais justement dire le dernier triplé, juste pour terminer sur ça. Donc le dernier doublé, il n'y a pas si longtemps. Non, c'est l'année Nantes quand même. Enfin, c'est le siècle précédent. C'est Cloton, ils font 4 de suite. Désolé pour les Fribourgeois qui écoutent ce podcast. Mais déjà, rien qu'un doublé, finalement, c'est pas quelque chose qui est très facile à faire. Berne l'avait fait en 16-17 et du coup, Zug l'a fait en 21-22. Mais avant Berne, il y avait pas eu de doublé justement depuis Cloton. Et rien que d'enchaîner un titre avec un second pour les raisons que tu viens d'expliquer, c'est déjà quelque chose de compliqué. Donc là, ça devient presque une dynastie, comme ils aiment bien le dire aux États-Unis, sur une équipe qui gagne sur une longue période et qui est capable de maintenir un haut niveau sur une longue période. Et il y a tout un débat actuellement dans un autre sport que je suis, la NBA, où est-ce que Golden State est une dynastie parce qu'ils ont gagné beaucoup de titres, mais en même temps, ils ont été nuls complètement pendant une saison. Et finalement, maintenir ce haut niveau sur plusieurs années, c'est ça qui est finalement le plus difficile. Moi, ce que je me pose comme question aussi, c'est avec Tangnes et Grunborg, on a quand même deux excellents entraîneurs. Il y a un peu cette... tu parlais des sports américains, donc on a un peu la NHL qui est en haut, qui est au-dessus de leur tête. Comme ça, on en parlait beaucoup pour Grunborg, pas beaucoup pour Tangnes, parce que je pense que Tangnes, arrivant de Suède, en étant un entraîneur norvégien, il n'a pas forcément ce pédigré qui fait que... Mais est-ce que s'il remporte un 3e titre avec Zug, est-ce que les clubs de NHL doivent se dire... Pas mal quand même ce petit Norvégien. Ouais, alors je pense qu'ils disaient déjà ça l'année dernière quand Zug gagne son deuxième titre. Puis en plus, Tangnes a été juste excellentissime au final. Pas de panique alors qu'il perdait le début de la finale. Puis après, il arrive à renverser la finale. Donc, on rappelle que ce 3-0 à 4-0, c'est ultra... Enfin, de 3-0 à 4-3, c'est ultra rare. Genre, ça avait été fait, je crois, en NHL, mais dans les années 50 ou les années 40, ouais. Donc c'est un truc... et là, si les clubs de NHL n'ont pas vu ça ou n'ont pas entendu parler de ça, c'est qu'il y a une petite erreur. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas partis déjà l'année passée, à la fin de la saison dernière? Moi, je pense... Tu me diras, oui, il a un contrat, mais bon, les contrats, on sait ce que je vais être plus direct. Moi, je pense qu'il y a des coachs en NHL qui sont bien moins bons que Tangnes. Ouais. C'est juste que certains, ils ont des noms, ils ont des... Voilà, on sait comment c'est. Hein, puis un drapeau aussi. Un drapeau, voilà, je veux dire. Mais je pense qu'on a des coachs excellents en Suisse. Comme il y a certains joueurs, à mon avis, en Suisse qui pourraient jouer en NHL. C'est juste qu'il faut un peu de chance, il faut être au bon endroit au bon moment. Il ne faut pas tomber. On parlait Malgin, là, qui était à Toronto, je crois, qui a re-signé
signé à Toronto. Je veux dire, c'est pas la meilleure équipe pour percer. Je veux dire, vaut mieux à la Phoenix en ce moment, parce que là, tu as peut-être un peu plus de chance, quoi. Donc voilà, on peut en parler avec beaucoup de joueurs suisses qui ont tenté leur chance en NHL. Si tu arrives dans une équipe du haut de classement, en plus dans le temps avec des histoires de contrats qui étaient garantis, tout ça, donc ça posait pas mal de problèmes. Mais je pense que Tangness, effectivement, en voyant ce qu'il a réussi à faire à Zug, qui est une bonne équipe, comme l'a bien dit Roland, je pense que ça fait déjà un moment qu'on le ziote depuis de l'autre côté de l'Atlantique. Mais d'ailleurs, ce qu'on reproche peut-être un peu en creux à la NHL, de voir un Norvégien et puis te dire c'est bon, un Norvégien. Est-ce que nous, on n'a pas été si coupables de ça ici en Suisse quand en 2018, Zug va chercher un Norvégien à Linköping, certes, en première division suédoise, et ils ne sortent pas de nulle part, ou de Stavanger pour prendre un club norvégien qu'on a vu par ici ces derniers temps. Mais est-ce qu'on n'a pas été coupable de ça aussi, de le voir un peu, de le prendre un peu de haut? C'est qui ce gaillard? Mais pas seulement pour les coachs, on l'est aussi pour les joueurs. Dès qu'on voit un joueur qui a un passeport allemand ou peut-être letton ou des choses comme ça, les gens sont tout de suite moins euphoriques, quoi. Je veux dire, ici c'est canadien, maintenant c'est venu la Suède-Finlande. Dans le temps, ça change quand même. Parce que quand tu vois qu'un Raphaël il a un passeport autrichien, il y a quelques années en arrière, on nous aurait dit un autrichien. Texier français. Texier français, exactement. Donc, ça ne faisait pas forcément rêver. Aujourd'hui, ça change un peu. Aujourd'hui, on regarde les joueurs différemment. Bon, on n'a pas le choix, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, les clubs, quand ils veulent gagner des titres, il faut arrêter de faire de la politique et puis il faut tout faire pour que ton équipe gagne. Et je pense que Zug, sur ce coup-là, a eu fin année, comme Zurich a fin année avec Tessier. Alors, à voir ce que ça donne. Raffel à Lausanne, des joueurs comme ça, c'est des joueurs importants. Mais c'est des joueurs qui ont ici été en Amérique du Nord, qui ont été faire leurs âmes, qui ont été apprendre le hockey nord-américain, qui reviennent après ici en Europe. Voilà. Mais après, ils ont signé, je crois, à Langnau, ils ont signé un Allemand, Michaelis, qui a un très bon pedigree avec son équipe nationale, si je ne dis pas de bêtises, puis en Allemagne. Moi, je pense que c'est aussi l'avenir, avec cette augmentation des étrangers pour les clubs, les petits clubs, quoi. Même peut-être les grands clubs, parce qu'au bout d'un moment, tu ne pourras pas continuer de payer 6 gars internationaux finlandais avec l'augmentation des coûts qu'il y a. Donc, je pense que les clubs, ils doivent un peu plus, effectivement, et ça fait quelques années qu'il y en a qui le font, se pencher sur le recrutement, le scouting, des choses comme ça qui deviendront et qui deviennent primordiaux. Justement, l'année passée, j'étais présent à un match de Ligue des Champions de Fribourg-Gotteron contre une équipe allemande, et il y avait 2 clubs qui étaient présents pour scouter, et puis j'ai causé avec un des 2 clubs qui m'a dit mais tu verras dès l'année prochaine, les Allemands pourraient débarquer en force en Suisse. C'est pas arrivé parce qu'il y a eu l'invasion ukrainienne par les Russes et l'invasion suisse par les Finlandais, d'une autre façon certes, moins mais violente quand même. Ouais, quand même un petit peu. Mais du coup, ça a complètement changé la donne dans le championnat de Suisse. Mais si on revient sur le duel, puis après on va forcément parler des clubs romands en long, large et en travers, mais ce duel entre Zug et Zurich, on a 2 équipes qui se sont renforcées, malgré le fait que Zurich perde Denis Malgin, mais ils ont pu le remplacer par un étranger finalement poste pour poste, vu qu'on rappelle, l'année passée Zurich avait 5 étrangers et finalement ils en avaient déjà un de plus, donc finalement c'est comme si l'année passée Malgin prenait ce poste est remplacé par un étranger finalement sans trop de conséquences pour le contingent. Zug se renforce avec de nouveaux étrangers également. Qui a fait la meilleure intersaison? En fait, Zug a fait très peu, on va dire très peu. Ils ont 2 étrangers de plus, Tchedarik et O'Neill, un Suisse, Geiser, c'est 3 top transferts finalement. À mon avis, c'est celui peut-être qui n'a pas fait le plus de changements, qui a le plus avantagé à l'image peut-être d'un Fribourg-Gotteron, à un échelon peut-être un petit peu plus bas, je veux dire, mais pour avoir vécu des grands changements dans des équipes, puis des moindres changements dans certaines équipes, quand tu as une équipe qui marche, il faut juste changer 1 ou 2 pièces, analyser où c'est que tu dois te renforcer, et puis c'est ce que Zug a fait. Après, peut-être qu'aussi il y avait des joueurs un peu plus vieillissants à Zurich, le cas Malgin, alors ça n'a rien à voir avec l'âge, mais ça c'est un petit peu... Ils s'y attendaient malgré tout, je veux dire, voilà, et on le voit, pour parler d'une autre équipe où il y aura beaucoup de changements, Fribourg-Gotteron, c'est clair qu'il y aura beaucoup plus à mettre en place, à mon avis, à partir de la saison prochaine, parce qu'il y a quand même 14, on en a parlé avec Roland il n'y a pas très longtemps, 14 joueurs qui sont en fin de contrat. Mais si tu regardes bien toutes ces équipes qui font, comme disait Greg très bien, des séries de victoires au niveau du championnat, c'est souvent des équipes qui n'ont pas énormément de changements. Mais qui amènent quand même des joueurs qui ont faim. Parce que moi, je me dis Zurich, effectivement, avec Lamico, avec Lettonen, avec Texier, avec Kukan, avec Roubec, on amène des gens avec un super pédigré
et qui ont envie peut-être de se dire qui vont rentrer dans un vestiaire où les autres vont dire on s'est fait battre l'année passée mais on était à ça. Ils auront envie d'y aller et d'effacer ce goût amer dans la bouche quand même, parce qu'ils étaient un peu la risée. Le mot est peut-être un peu fort, hein, mais tu mènes 3-0, quoi. Tout le monde, on se rappelle du truc Schweizermeister dans le stadion, avec Klingberg qui pointe du doigt puis qui se marre en se disant ok, vous avez envie de vous la jouez comme ça, vous êtes déjà champion. Okay, on va voir. En rappelant quand même que cette photo elle est sortie bien après quand même, hein, parce qu'il l'a pas sortie directement. Oui, mais alors en l'occurrence tout le monde dans la patinoire pouvait voir bien sûr. Ces liners avec le truc Schweizermeister. C'était du hasard, il faisait des tests à ce moment-là. Pour être tout à fait exact, je crois que c'était avant l'arrivée du public, donc tout le monde, pas le public, ils faisaient les tests avant et eux s'échauffaient, ils font leur petit match de ballon là et c'est à ce moment-là, ça ne va pas, on est bien d'accord, tu fais ça le matin même. Non mais ça fait partie des playoffs. De toutes les histoires de finale, Geoffrey pourrait nous en raconter plus que ça, mais tu as des histoires de playoffs comme ça, où tu vas mettre la pression de manière directe ou indirecte sur ton adversaire. Mais il me semble que chaque année on peut avoir des histoires comme ça. Ben voilà, c'est une histoire de playoffs. Officiellement on ne fait pas exprès, c'était du hasard, on devait faire les tests. Mais tu sais très bien qu'ils l'ont fait exprès pour leur foutre la pression et puis bon, ça leur alors s'ils ont vraiment fait ça en connaissance de cause, excuse-moi, c'est des imbéciles parce que tu donnes de l'énergie à l'autre équipe. Ça fait partie du truc. Ouais, je peux te raconter une petite anecdote. Ah voilà, c'est pour pour ça si que tu veux. Voilà, tu veux une petite anecdote. C'est pour avoir l'anecdote. L'année dernière, on joue contre Davos, il y a Mark Streit qui joue à Davos. Donc très très jeune, on se connaissait bien parce qu'on était ensemble en équipe de Suisse, on est du même âge, de la même année. Puis on joue en play-off, premier tour des play-offs, on a gagné le titre avec Lugano. On va là-bas, je crois qu'on gagne, ou tout ça. Puis le lendemain, il y a un article qui est fait dans un journal suisse-allemand. Alors bien sûr que moi, je n'y comprenais pas grand-chose, mais c'était sûrement le journal des Grisons. Puis avec Mark Streit disait des choses négatives sur nous, je me souviens plus, c'était pas catastrophique. Jim Koleff, le matin du deuxième match, il a amené le truc, il l'a mis sur le tableau, puis il a dit les gars, voilà ce qu'ils pensent de vous. Tu penses que ça ne nous a pas motivés Je peux dire que le gars, chaque fois qu'on rentrait sur la glace, on avait le couteau entre les dents, quoi. Puis surtout qu'en venant d'un petit jeune comme ça, parce que moi j'avais 20 ans, donc lui en avait aussi 20. Et puis bon, on a gagné la série, mais les coachs, ils utilisent ça pour motiver leurs troupes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de miracle parce que je me répète, peut-être ça va choquer les gens, tu es à la guerre, hein. Tu es en mode guerrier. Hein. Je veux dire, s'il faut y aller avec les deux jambes cassées, tu y vas avec les deux jambes cassées. Moi, j'ai vu des joueurs jouer avec des blessures que tu n'imaginerais même pas, toi, en restant couché dans ton lit. Avec des piqûres, on est d'accord, des anti-inflammatoires, mais c'est choquant. Quoi, on se souvient, Patrice Bergeron avec Boston, poumon perforé. Ouais. Avec une côte fêlée et poumon perforé. Il a quand même joué. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, toi, t'arrives à peine à sortir de ton lit en hurlant de douleur. Donc, non, mais tu mets ta vie en danger sur des trucs comme ça, soyons clairs et nets. Je trouvais presque que c'était un peu stupide, limite. Finalement, d'un point de vue simplement humain, de se dire, faut quand même pas exagérer. Mais voilà, quoi. Donc, des histoires, il y en a quelques-unes. Mais alors, si franchement c'était voulu, alors je pense pas que c'est l'équipe qui a décidé de faire ça parce que tous les mecs sont conscients que, en fait, tu donnes de l'énergie à l'équipe adverse en faisant des choses comme ça. On a parlé des favoris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas des romans qui seront favoris, mais on va commencer à parler de nos 5 clubs romans cette année. Puis on va faire un truc un peu caliste, mais on revendique quand même la paternité parce qu'on l'avait fait dans l'ordre de préférence. Voilà. L'ordre alphabétique, on commence par Ajoie. 14 équipes cette année. Est-ce que, honnêtement, quelqu'un arrive à les mettre à une autre place que 14e? 13e si Cloton rate le début de saison? Tout à fait d'accord avec toi, Roland. Moi, je suis d'accord. Je pense que... Non, pas Cloton. Je pense plutôt Langnau. Moi. Je pense que Langnau aura une saison aussi compliquée. Ça va beaucoup dépendre de leurs étrangers. Bon, c'est aussi le cas d'Ajoie. Nouveau coach, Thierry Paterlini, au passage. Nouveau coach aussi à Ajoie. Mais il y a quand même un poste qui est mieux fourni, il me semble, à Ajoie, c'est les gardiens. Si je dis pas de bêtises, j'ai rien contre les gardiens Langnau, surtout qu'on en a qui... Bolshauser Charlin, alors c'est... Ouais, non, mais moi je pense que quand même Wolf, alors il faut qu'il fasse la même saison, puis le Chacho est quand même un bon gardien qui a fait des super saisons à Ambry, donc je pense que là-dessus, ça peut être vraiment
mieux pour Ajoie, à voir bien sûr, parce que ça va être très serré. Puis il y aura surtout le dossier étranger qui sera hyper important, parce que Ajoie, c'est un petit peu, voilà, on connaît De Vos. Malheureusement, Hazen, on n'a pas pu le voir jouer. Puis on le connaissait, mais c'est vrai. Voilà, on va pas le voir beaucoup. Asselin, Le Duc, certains matchs oui, d'autres matchs non. Il faudra voir avec Gauthier et puis Frédéric Gauthier, donc Frédéric le nouveau Gauthier, centre imposant, hein, plus d'1m90, 100 kilos. Un beau bébé, ouais, j'ai serré la main dernièrement. Il t'a cassé 2 doigts? Non, il était très 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 bien. Mais je veux dire, voilà, moi je pense qu'Ajoie pourrait être sur la ligne d'arrivée à rien du tout passer Langnau, mais ça va être quand même très très difficile, parce qu'à Langnau, il y a quand même, malgré le talent des joueurs suisses, il y a quand même l'expérience. Et ça, c'est quand même important dans certaines situations critiques, quoi. Et puis, Sarela, Pessonen, Sarjärvi, et puis l'autre défenseur, c'est Sami Lepistö. Ouais. C'est quand même solide aussi. Ouais. Mais on parle des gardiens. L'année passée, on a quand même tous, j'ai l'impression, dans notre imaginaire, l'impression que Tim Wolf a fait une belle saison, malgré ce qu'il a au bout d'un moment. Malgré 89 shoots par match. C'est ça, en fait, il encaisse plus de 4 buts par match, mais il a près de 90% d'arrêt quand même. Donc finalement, le gardien, il peut t'amener jusqu'à un certain point dans le match, mais c'est pas des magiciens. Non, mais c'est-à-dire, on a quand même l'image de Wolf que quand Ajoie marquait des points, gagnait des matchs, ou même aller en prolongation, c'était grâce à... Parce que Wolf était excellent dans les buts. C'est toujours cette image qu'on a de la saison dernière, et Wolf reste un très bon gardien. Après, ça reste compliqué aussi, parce que c'est Ajoie et ils n'ont pas forcément les défenseurs qui vont défendre comme Zurich ou Zug, et puis ça reste compliqué pour le gardien. Mais cela dit, à 90%, quand tu perds pratiquement une grande partie de tes matchs de la saison, ça va, c'est pas non plus une statistique pourrie. Ils étaient quand même tendus, parce que l'année passée, ils se disent, si Wolf se blesse, c'est open bar, hein, je veux dire. C'est pour ça que l'arrivée de Tchatcho est une très bonne nouvelle. D'abord, moi j'adore Tchatcho. Franchement, c'est toujours un gardien que j'ai vraiment aimé. Et puis du coup, il y a un vrai duo avec Wolf, et franchement, c'est vraiment intéressant pour Ajoie au niveau des gardiens. Et si on regarde la défense d'Ajoie, vu qu'on y est, ça, c'est une défense qui est complètement différente de celle de l'année passée, parce que tu as déjà 2 étrangers. Enfin, il était déjà là, le Duc, mais il y a un deuxième avec TJ Brennan. De Gauthier. Il s'appelle pas Gauthier le Duc aussi? Gauthier le Duc, ouais. Exactement. Gauthier et Gauthier le Duc. Il y a Thomas Thierry qui est un défenseur défensif qui a une certaine expérience de la Ligue. Il y a Kevin Fay qui est un défenseur qui a une belle expérience de la Ligue également. Puis il y a Valentin Pilet qui vient de Swiss League pour monter en National League, qui tente sa chance à ce niveau-là. Donc c'est quand même 4 nouveaux défenseurs qui amènent une dimension différente par rapport au HC Ajoie de la saison dernière. Et est-ce que ces joueurs-là ont été bien choisis justement pour des profils peut-être qui manquaient, genre Pilet et Thierry, qui sont de bons défenseurs défensifs? On se souvient quand même que quand Julien Vauclair arrivait à la tête de cette équipe, l'une de ses premières missions, c'était de stabiliser la défense et puis d'essayer d'encaisser le moins de buts possible. D'ailleurs, on s'est vu, après, Ajoie a commencé aussi à faire un peu des points parce qu'on avait ici réussi à stabiliser la défense. Donc du coup, le fait d'avoir une défense un peu plus fournie cette année va être extrêmement intéressant. Ouais, bon, de toute façon, la priorité, c'était clair. Si tu veux faire des points, on l'a vu avec le coaching de Julien la saison passée, il faut bétonner dans ta zone de défense. Il n'y a pas de miracle, tu dois jouer le contre quand tu as une équipe qui est malheureusement un peu moins talentueuse que les autres. Ça a bien marché. Donc, c'était quelque chose à renforcer. Il avait, je pense, la première priorité, on en a parlé avant, c'était un deuxième gardien. Parce que tu ne peux pas demander à Tim Wolf de jouer 52 matchs de saison régulière, hein, je veux dire, à 100%. Il n'y a aucun gardien qui le fait actuellement. Et puis après, tu commences par ta défense. Il a pris un deuxième étranger, c'était TJ Brennan, c'était super important à mon avis. Et puis en attaque, il y a quand même plus de joueurs disponibles au cas où en attaque suisse. On voit que c'est quand même un peu plus facile, mais pour moi, ça va quand même jouer pas mal au moral, hein, cette équipe. Ça va jouer quand même, c'est malheureux à dire, mais il ne faut pas qu'ils en perdent 8 ou 9 de suite, parce qu'après, c'est la descente aux enfers. Ça commence à se regarder du coin de l'œil dans le vestiaire, les histoires de coach, tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'Ajoie n'ait pas de série longue de défaites. Alors, ils ne sont pas à l'abri, mais il faudra garder le moral à ce moment-là. Vous en avez parlé au Pécaliste aussi, il y a un nouveau coach. Philippe Péchan, il faut aussi que ça marche. Alors apparemment, c'est quelqu'un de très très exigeant, mais tu dois trouver aussi, quand tu es très exigeant, tu dois aussi trouver une limite, une gestion de ton équipe, parce que tu ne peux pas la gérer la même chose quand elle gagne
que quand elle perd ton équipe. Donc il faut avoir un côté très social et très psychologique maintenant quand tu fais du coaching, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans en arrière. Hein. Christian Dubé l'a très bien dit à votre émission il y a à peu près une année en arrière. Mais voilà, moi, cette équipe d'Ajoie, je pense que le plus important, c'est d'essayer de garder le sourire, quoi, parce qu'il y aura des moments difficiles et puis c'est là qu'on verra les vrais leaders. Pour un Jurassien, l'expression la descente aux enfers, ça a la même signification que pour nous, parce que pour ceux qui ne sont pas allés dans cette région-là, il y a un endroit entre Seigne-Légier et Porrentruy qui s'appelle les Enfers. C'est juste, ouais. Du coup, quand c'est une descente aux enfers, c'est différent pour vous, c'est comme pour nous. Non, c'est comme vous, hein, je veux dire. Non, mais alors les Enfers, c'est un petit hameau, c'est pas très grand. Mais c'est vrai que, alors nous, ça a la même signification que vous, mais on leur souhaite de ne pas en arriver jusque-là, en tout cas. Plus sérieusement, toi qui vis dans cette région, qui connais ce club finalement de l'intérieur, même si je sais bien que vous faites attention à ce qu'il y ait une barrière entre l'intérieur et l'extérieur pour ta santé. Pour le respect ta santé mentale aussi. Mais on va dire plutôt autour du club, dans la région, parce qu'il y a eu une première année, il y a eu une euphorie avant la saison dernière où tout le monde était dans la foulée de la promotion, il y avait eu la victoire en coupe, tout le monde était content de voir Ajoie en National League. Il y a eu cette première saison avec 9 victoires. Quand même un petit peu difficile cette saison à vivre. C'est quoi l'état d'esprit dans la partie, dans le Jura actuellement autour de cette saison numéro 2 ? Alors écoute, je crois que tous les Jurassiens étaient assez conscients de ce qui allait se passer. Hein. Je veux dire, après, on était quelques-uns à pas mal les prévenir. Hein. Les 4 ici, on a dit clairement avant le championnat qu'il ne fallait pas s'attendre à avoir un HCA qui allait faire entre 40 et 50 points. Il y en a qui ont annoncé ça, puis qui ont vu que la National League, c'est pas juste un sacré animal. C'est pas un match de coupe, hein, je veux dire. Et voilà, tu arrives une fois de temps en temps à glaner un point à gauche, à droite, mais après, les clubs de National League, sur 52 matchs, mais ils ne te font pas de cadeaux, quoi. Donc moi, il y a une immense euphorie autour de ce club. Je crois que les gens sont conscients qu'il faut construire gentiment, mais le problème, c'est malheureusement, c'est qu'on n'a pas le temps, quoi. Je veux dire, et il y a la relégation, ce qu'il n'y avait pas l'année passée. Voilà, on était encore chanceux par rapport à d'autres clubs, parce que les 2 premières fois que le HA est monté, la saison d'après, ils étaient de nouveau un échelon plus bas. Donc là, on a décidé d'engager mon frangin. C'est très très bien, mais je l'ai dit, peut-être qu'on aurait dû prendre ces décisions avant, parce que je pense effectivement qu'on était aveuglés par notre victoire en Coupe de Suisse contre Davos. On s'est dit, ça veut jouer, on va y aller comme ça, avec pas seulement une équipe qui était ce qu'elle était, mais aussi un professionnalisme autour de l'équipe. Hein. Je veux dire que ça soit dans les bureaux, tout ça. Donc là, ils sont en train d'apprendre, ils essaient de bouger, il faut le laisser. Alors moi, je suis au contact assez proche avec mon frangin, donc je me rends compte qu'ils essaient de bien faire, mais le problème c'est que on a du retard, quoi. Et moi je prie honnêtement pour ce club, pour qu'on ait le temps de tout remettre en place, et surtout qu'on arrive à rester en National League. Ça va pas être facile, mais les gens sont voilà, je veux dire, c'est typique dans une petite région comme la nôtre qui a été un peu persécutée il y a quelques décennies en arrière. Dès que tu as un truc qui marche, ben tu as cet esprit revanchard. On peut parler des Corses qui sont comme ça, on peut parler les Irlandais qui sont comme ça. C'est pour ça que je m'entends très bien avec ces gens-là, généralement. Mais on a cet esprit vraiment, le petit pousset, et puis on va vous montrer que, mais malheureusement, la réalité du marché ou du championnat te rattrape. Maintenant, ils font le mieux avec ce qu'ils font le mieux avec leurs moyens. Mais si tu veux encore une anecdote, Roland, j'étais lundi matin, juste avant de venir au Pécaliste, acheter 2-3 trucs dans un supermarché très connu. Alors, il y en a, tu me diras, il n'y en a que deux très connus en Suisse, enfin plusieurs. Oh, tu peux dire des marques. Voilà, j'étais à la COP, et puis je passe devant le rayon boucherie, là, à la découpe, puis il y a le mec qui me dit hey, critiquerai pas trop cet après-midi à l'émission des Focalistes. Donc les gens le couteau à la main. Ouais, le couteau à la main. en rigolant. Puis j'y ai dit, mais écoutez, moi je critique pas. Moi je suis réaliste. Je dois être objectif, parce que c'est comme avec quelqu'un que tu aimes dans ta famille. Je veux dire, tu l'aides pas hein, si tu racontes des conneries, c'est justement que tu lui manques de respect. Et moi, quand j'essaie d'être objectif et puis direct, et puis c'est parce que j'espère qu'ils écoutent des fois. Alors je suis pas parole d'évangile, mais j'ai un peu d'expérience. Puis qu'ils se disent mais il a peut-être pas tort. Peut-être voilà, je veux dire, c'est comme un coach qui dit écoute, tu as du mal à pivoter à gauche, il faut t'entraîner à gauche. Ça fait peut-être mal, mais si tu es malin, tu prends ça puis tu essaies de travailler ton pivot à gauche. Mais tu sais que cet esprit justement de corde, cette volonté de la région justement de défendre ce club, en fait, je pense que ça va leur servir si jamais ils arrivent en finale de play-out, voire en barrage. Oui. Parce que
la plupart des équipes, quand elles arrivent en barrage, des équipes de National League, elles arrivent en barrage contre la Swiss League, il n'y a pratiquement plus aucun supporter qui veut aller à la patinoire. Ah non, là, ils seront Parce là. que c'est bon, ils vont être relégués, super, on a compris. Ça ne sera pas le cas à Ajoie. Non. C'est-à-dire qu'à Ajoie, s'ils sont en barrage contre Holton ou je ne sais pas contre qui, la patinoire sera pleine à craquer, puis on va vivre ça à Ajoie comme si c'était la finale du championnat quand même. Ouais. Et du coup, ça va vraiment les pousser, quoi. Ça va vraiment. C'est pour ça que moi je pense que Ajoie va rester en National League cette saison. Barrage avec 4 étrangers, compromis très suisse, c'est-à-dire que le club de Swiss League a ces 2 étrangers, ils vont devoir en ajouter 2 avant le 15 février, ce qui est vraiment pas évident. Et par contre, le club de National League, il va devoir en retrancher 2, ce qui pourrait aussi être, suivant comment, pas très très simple. Heureusement, pas de gardien étranger à Ajoie, donc au moins pour ça, entre Wolf et Tchatcho, c'est ce qu'on disait avant, il n'y aura pas trop de soucis, je pense, pour avoir quand même quelqu'un qui tient clairement la route. Mais je me dis que maintenant, avec cette option-là des 4, finalement, Ajoie a tout intérêt à rester, à faire en sorte de rester, quitte à être même presque tout le temps le dernier à la ville que le premier à la campagne. Parce que franchement, quand on voit la Swiss League à l'heure actuelle, ça fait pas bien rêver. Donc, à la rigueur, je me dis, autant essayer d'être dans un environnement ultra professionnel, même si on a de la peine, même si on sait qu'on n'a pas les infrastructures comme les grands clubs, qu'on n'a pas le même au niveau des, je sais pas moi, des kinés ou des trucs comme ça. Tant pis, au moins on est en haut, et puis voilà. Puis mine de rien, Ajoie augmente quand même son budget chaque année, puisqu'on était à 7 ou 8 millions l'année dernière. Cette 10, année, on parle de 10, 12. Ouais, mais je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux. Mais mine de rien, on rajoute quelques briquettes, et puis on essaie d'avancer quand même un petit peu. Alors, je ne dis pas qu'ils auront le budget de Zurich et de Berne dans 10 ans, c'est pas ça non plus. Mais quand un joueur on essaye au moins, on essaye. Quand un joueur est disponible sur le marché, même avec 2 millions de plus peut-être, ou un truc comme ça, même s'ils arrivent à augmenter... Mais tu vas pas chercher les Texi, on est d'accord, mais tu arrives peut-être à aller chercher des joueurs un petit peu plus intéressants. Surtout si tu as réussi à montrer que tu arrives à aider certains joueurs à se faire leur trou. Et je pensais justement, vu qu'on était en train de parler de sauver Ajoie en National League en ce moment, je me suis dit, mais parlons de quelque chose qui a bien fonctionné l'année passée, et surtout au début de saison passée, c'est Thibaut Fressard qui a été une belle révélation la saison dernière. J'ai regardé ses statistiques, j'avais souvenir qu'il avait fait un excellent début de saison, puis qu'après c'était un tout petit peu éteint. Il a 17 matchs, 15 points. Donc il a vraiment été excellent en début de saison. Et il termine à 51 matchs, 28 points. Donc il fait 13 points sur la fin de saison, sur les 35 derniers matchs de championnat. Donc il a vraiment eu un tout petit peu plus de peine. Mais malgré tout, c'est une saison à près de 30 points pour sa première dans l'élite. Il a signé un nouveau contrat là-bas. Thibaut Fressard, l'an 2, après Ajoie, l'an 2, toi tu penses qu'il a encore une marge de progression ou finalement il est arrivé à ce qu'on peut attendre de lui et c'est déjà finalement très bien un joueur à près de 30 points en National League? Bon, je connais bien Thibaut parce que il était très jeune quand je jouais mes dernières saisons à Ajoie. C'est un mec que j'apprécie beaucoup, mais je pense qu'il ne fera pas la même saison pour 2 raisons. Il est clairement plus attendu que la saison passée. Et puis l'augmentation des étrangers fait qu'il aura un petit peu moins de temps de glace. Alors bon, pour le moment, ils ont quand même pas mal de blessés en attaque importants à Ajoie, donc voilà. Mais si l'équipe est au complète, il aura quand même un peu moins de temps de glace que d'habitude. Il sera un peu plus attendu par les autres équipes. Pas seulement lui, mais aussi des autres joueurs. C'est intéressant de voir aussi un De Vos quelle saison il va faire, parce qu'il a quand même pas une si mauvaise saison que ça, De Vos. Je pense qu'il a fait pas loin de 40 points la saison passée, donc qui est un très, très très bon passeur qui va de toute façon dépendre aussi d'un marqueur. Et puis Thibaut, il y a eu cet effet aussi, tu le vois, il y a tout qui rentre pratiquement, quoi. Il a un super shoot, il faut le relever, il a un très bon shoot Thibaut. Mais c'est vrai que l'année passée, il y a tout calé dans le bon sens. Puis il suffit que tu commences pas bien, que tu as 4-5 matchs de doute, tout ça, que l'équipe aussi va pas trop bien, et puis ta saison, elle peut être très 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 compliquée, quoi, je veux dire. Et ça, c'est pas seulement Thibaut, c'est plein d'autres joueurs à qui ça arrive. Mais je dois dire, je pense que ça va être un peu plus difficile pour lui, du fait, Thibaut Fressard, tout le monde le connaît. Il a quand même un peu plus de pression parce qu'on lui a donné un nouveau contrat, puis on attend de lui qu'il marche au niveau du contrat qu'il a. Et le fait aussi, des étrangers qui vont prendre un peu plus de place. Donc, tu auras un petit peu moins de temps de glace, surtout pour le powerplay. Je pense qu'il a fait quand même pas mal de points sur le powerplay. Quoique une fois ou deux, il a eu des jolies échappées
échappées, je le dis en français, on dit breakaway en anglais, des échappées, puis il a mis des buts assez sympas avec un petit backhand entre les jambes, là, comme à l'entraînement, tu sais. Et ça, voilà. Mais je pense que, pour répondre à ta question, je pense que Thibaut, s'il fait la même saison que la saison passée, moi, j'y tire franchement mon chapeau parce que je sais d'expérience que c'est toujours plus difficile, comme pour Zug, de réaliser ce que tu as fait la saison d'avant. Moi, je me réjouissais de voir Jan der Rungs. Je me réjouis toujours de voir Jan der Rungs, mais je dois attendre maintenant, enfin, comme tout le monde, fin octobre, début novembre, un truc comme ça, peut-être après la pause d'équipe nationale. Je trouve vraiment dommage parce que je pense que Greg, je sais pas si tu as les stats aussi, mais il avait fait une trentaine de buts en Suisse. Pas loin de 40, il me semble, un truc comme Alors ça. si on compte avec les playoffs, peut-être qu'on arrive à ce total-là, mais et je me 37 buts, 20 passes, 57 points en 50 matchs. Et c'est monstrueux. C'est vraiment pas mal. Et je me disais, même s'il propose qu'une dizaine de buts, finalement, c'est une petite pierre précieuse qu'on allait trouver finalement. Le problème, c'est que tu vas pas la garder, ta pièce précieuse. Alors, ça, c'est un autre. Ouais. Est-ce que finalement, ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que finalement, l'élargissement du nombre d'étrangers fait que, ouais, mais t'es Jan der Rungs, tu fais une saison, une dizaine de buts, les autres te disent, on aimerait bien. Mais toi, tu te dis, ouais, mais moi, à Joie, je joue à ce poste-là. Si je vais à Bienne, admettons, je prends n'importe quoi, ou à Ambry, ouais, mais j'aurais peut-être pas forcément le même rôle parce que je serais dans un environnement ou dans un contingent un peu plus fort. Donc. Si t'es Julien Vauclair, tu montes la carrière de Benjamin Baumgartner à ce joueur, puis tu dis, t'as deux choix. Ouais, mais Baumgartner, il a fait il est quand même parti à Lausanne pour un joli contrat parce que, je veux dire, au bout d'un moment, s'il y a 50 000 balles de différence, il va rester à Joie. Mais quand on commence d'arriver à 100 000, 200 000 ou 300 000, je pense que nous quatre ici autour, on se dit j'essaye, tout d'un coup ça peut marcher, et puis au pire j'ai un contrat de 3 ou 4 ans, et puis je veux dire ce qui arrive à Baumgartner. Pestoni, Baumgartner est un exemple très récent. Pestoni, c'était le roi du village qui est parti se perdre complètement à la ville, puis maintenant il est revenu au village, puis c'est de nouveau le roi du village. Voilà, puis il a fait un peu d'argent au passage à gauche ou à droite. Complètement. Donc voilà, donc la question elle sera... Quelle différence de salaire. Moi, 50 000 balles, maintenant, avec les salaires qu'ils ont, je peux tout à fait le comprendre. Moi, personnellement, j'ai fait des choix dans ma carrière où j'ai décidé, par exemple, de rester à Fribourg alors que je gagnais plus dans un autre club parce que la famille se plaisait, parce que moi, je me plaisais. Et puis voilà, j'ai toujours été plutôt un clubiste. Moi, je n'aimais pas trop le changement. Mais je veux dire, c'est sûr que si le mec il met 12 goals cette saison, il y a quelques clubs, et il y en avait déjà qui étaient intéressés la saison passé et heureusement ne serait-ce que Cloton déjà oui c'est un beau dossier pour Cloton, mais voilà, après c'est clair, maintenant à Joie ils n'ont pas le choix, c'est ça qu'ils doivent, comme vous l'avez très bien dit, ils doivent prouver à plein d'autres joueurs qu'à Joie est le bon emplacement peut-être pour se développer. Et puis ça, c'est comme je l'ai dit avant, il faut qu'ils aient le temps. Donc il faut espérer qu'à Joie arrive à se maintenir en National League pour pouvoir progresser. Est-ce que l'environnement, on va dire géographique, toi qui habites dans le Jura, tu connais ça, est-ce que c'est... Pour un Jurassien, ça va, c'est facile, mais quand on veut attirer des gens, lui dire écoute, ton appartement il est à Courtemèche, ton appartement il est là, t'aimerais aller prendre un truc un dimanche matin ou un dimanche soir, il n'y a rien qui est ouvert, ou je sais pas. Ce qui était déjà assez le cas pour des Nord-Américains quand ils venaient en Suisse, même en Suisse romande, dans des plus grandes villes, qui disaient mais il n'y a rien qui est ouvert, chez nous tout est ouvert. Donc, c'est une très bonne question de sa part, et même moi je l'oublie parce que je suis Jurassien. Mais j'en ai parlé avec mon frère il n'y a pas très longtemps et il m'a dit il y a des joueurs qui étaient sur le marché, je ne veux pas dire leur nom, qu'il était intéressé. Il m'a dit ils n'ont même pas répondu à mon coup de téléphone, certains, parce qu'ils ne veulent clairement pas venir habiter dans le Jura, parce qu'ils veulent habiter en ville. Je veux dire, est-ce que Bâle, ce serait possible peut-être que Bâle, c'est possible, mais Bâle, ça te fait quand même un bout parce qu'on n'a malheureusement pas d'autoroute entre Bâle et puis de Lémont. Donc il y a Greg qui est en train de regarder sur son Google Maps. Non, j'avais déjà regardé, c'est une bonne heure. C'est 1h06. Voilà, donc c'est 1h06 et puis là, c'est une des pires routes en Suisse. Tu as du trafic aux heures entre Delémont et Bâle, c'est terrible le trafic. Et honnêtement, donc tu as le côté financier pour Ajoie qui n'est pas facile, le côté résultat, et puis en plus tu as ce côté, chez nous, alors il y en a des joueurs qui adorent,
Souvent, il y a certains joueurs qui adorent être là, qui ont adoré rester là, des James Desmarais, des joueurs comme ça. Puis tu as des autres joueurs, c'est catégorie, c'est non, quoi. C'est non. Et tu prends l'exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, je sortais l'autre jour de la patinoire, puis il y a les policiers de Porrentruy qui m'attendaient là, pas pour me mettre une amende, pour discuter avec moi. Puis ils me disent, ouais, mais t'as vu les étrangers qu'ils ont signés à Cloton et puis nous à Ajoie. Je dis, écoute, déjà, je peux te jurer que le salaire est vraiment pas le même. Et puis les gars, quand tu leur dis, vous pouvez vivre à Zurich où il y a 1 million d'habitants avec l'agglomération, puis ici où il y a 75 000 pour tout le canton, ça aide pas, quoi. Et t'as soulevé un très bon point, Geoffrey, c'est que en plus du côté financier, le côté compétition, tu dois soulever le côté emplacement, quoi. Après, voilà, on a d'autres avantages, quoi. Mais je veux dire, pour des étrangers qui parlent pas forcément la langue aussi, c'est pas forcément facile, quoi. Ouais, c'est vrai que tu dis les étrangers de Cloton, Metsola, Altonen et Ruotsalainen, les 3 Finlandais, c'est clair que eux, si on parle pas finnois, en anglais, ils se débrouillent sans problème. Ouais. C'est un petit peu plus simple de vivre et d'évoluer dans une une grande ville comme Zurich, plutôt que de devoir dire ils sont justement à la COP, puis qu'ils essayent de s'exprimer en anglais, puis la vendeuse, elle est là, mais moi je parle pas anglais. Donc, et puis bon, tous les mecs au Jura te connaissent, je veux dire, tu vas au magasin, tu t'arrêtes tous les 3 mètres, comment ça va, fais une photo avec moi, je veux dire, tout le monde... Ça c'est Geoffrey Vauclair avec les flics et... Voilà, mais c'est comme ça, mais c'est normal, c'est le bon côté de notre coin de pays, c'est ça qui est sympa. Alors, surtout quand tu gagnes, quand tu perds, voilà, les jeux. Mais je veux dire, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que l'étranger de Zurich qui n'a pas une bonne saison, il va à Zurich, il n'y a personne qui va y dire quelque chose parce qu'il n'y a pas grand monde qui va le reconnaître. Tandis que chez nous, il y a tout le monde qui te connaît, quoi. Voilà. Est-ce qu'on parle encore juste de Philippe Péchan, justement, le nouvel entraîneur, pour finir ce chapitre à Ajoie, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait d'autres choses à dire? On peut tout à fait en parler. Parce que toi, tu as fait une interview aussi. C'est un entraîneur qui a un CV assez impressionnant dans le sens où c'est lui qui était le coach de la République tchèque aux Jeux Olympiques. Ça, c'est pas très très bien passé. On se souvient que la République tchèque avait été sortie en 8e de finale par la Suisse, justement. Mais c'est un nom. J'ai l'impression que quand on dit Philippe Péchan, puis entraîneur de la Tchéquie aux Jeux Olympiques, on se dit ah ouais, ça c'est pas mal du tout. En tout cas, c'est pas un. Est-ce qu'un gars a besoin d'un nom? Bonne question, je ne suis pas persuadé, mais... un bon guide, à mon avis. Non, mais c'est vrai, en fait, à Ajoie, pendant des années, après ils étaient en Suisse, il me dira, mais pendant des années, c'était des gars qu'on connaît, quoi. C'était Gary, on le connaît, c'était Julien l'année dernière, on le connaît. Vincent Leschen aussi. Vincent Leschen, c'était des gars qu'on connaît, qu'on a l'habitude de croiser à la Migros ou à la COP. La Péchan, ouais, est-ce que Ajoie a vraiment besoin de ça en fait? Je sais pas, est-ce qu'on n'a pas été chercher un nom pour trouver un nom et après... Moi j'ai de la peine à y croire, je trouve que le côté, je dis pas que ça va être un club de village, un club régional, c'est pas ça, mais dans le contexte, j'ai de la peine à croire en Péchan. Moi, ce que j'aime bien, c'est la rupture qu'il incarne. Je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Moi, j'en ai pas entendu que du positif des échos que j'ai, mais c'est assez mixte. J'ai entendu du très bon et du très mauvais. Mais finalement, au-delà de ça, c'est la rupture qu'il incarne. C'est qu'avant, il y a eu cette historique de forcément il sera québécois, forcément il sera d'abord canadien et puis faut qu'il parle français. Il doit parler français. Alors Péchan m'a dit lors de l'interview que c'était un de ses objectifs, c'était de parler très rapidement le français parce que Max Orley nous sortait ça à peu près chaque année à Genève. Je veux dire. Je fais plus confiance à Péchan. Mais je pense que j'ai plus entendu Péchan en français pendant l'interview que j'ai faite. Il a fait 3-4 blagues où il a mis 2 mots par-ci, un mot par-là que Chris Max Orley. Donc j'ai tendance à plus croire Péchan que Max Orley sur ce coup-là. Mais je pense qu'il apprend l'italien, Max Orley, maintenant. Donc, les bases de français qu'il a, il parle à part ça, blague à part, il comprend très très bien le français. Absolument. Et il parle le français. Par contre, vu que c'est quelqu'un qui maîtrise énormément le discours, le langage, etc., très bon narrateur. Là, il sera bien plus à l'aise pour maîtriser le discours dans sa langue que en français. C'est aussi ça la raison là derrière. Mais retour à Philippe Péchan, moi j'aime bien cette rupture. Et finalement, il y a un TJ Brennan qui a débarqué. Et j'ai l'impression qu'à une époque, ça aurait peut-être paru un petit peu étrange. On se disait tout le temps, il faut voir les Québécois qui sont sur le marché, puis ce sera forcément un Québécois. Puis là, il y a un changement. C'était juste. Il y a quand même un changement. Et je me dis, finalement, ça montre peut-être que Ajoie essaye peut-être de changer certaines choses un peu plus en profondeur. Donc cet aspect-là, moi, je l'aime assez. Ouais, mais par rapport à l'opinion publique, est-ce que ça va passer? Moi, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à l'opinion publique, je sais qu'on ne doit pas faire ça et que ça va être professionnel, tout ce qu'on veut. Mais Ajoie, ça reste un club particulier. Et si tu as un gars que tu connais, que tu vois à la Migros, qui parle français, que tu peux aller discuter avec,
si ça se passe pas bien... Tu peux agresser dans le rayon Ouais, surgelé. mais du coup, ça risque de mieux se passer. C'est-à-dire que si jamais là, ça se passe pas bien avec Péchan, on va tout de suite entendre les gens qui vont dire « Ouais, mais bon, ils nous ont mis un check, et franchement, ils auraient pu nous mettre autre chose, tu vois. » Non, mais c'est vrai, on parlait tout à l'heure justement de ce côté un peu vieille école de hockey sur glace, il fallait surtout pas chercher des Allemands ou des Autrichiens. Ben, on a un petit peu la même chose quand même dans ce cas-là. T'es d'accord, Geoffrey ? Alors, honnêtement, moi j'ai été aussi surpris du choix de mon frangin. Alors bien sûr que c'est validé par mon avis le comité directeur. Je veux dire, il n'y a rien qui se fait sans leur approbation, c'est normal. Mais moi j'aimais bien le cas Jorek Trail, qui m'aurait vraiment bien plu parce que francophone, apparemment voilà. Donc Péchan, ouais, je peux pas trop en parler parce que je le connais pas. Par contre, je suis comme Greg, au bout d'un moment, il faut revoir un peu ses paramètres, quoi. Et là, on n'est plus en 92, on est en 2022. Le hockey est international. Je veux dire, les systèmes, tu regardes pratiquement toutes les équipes jouent le même système. Après, il était judicieux, le frangin, c'est qu'il a mis à côté de Péchan, il a mis un Finlandais qui est un peu connu, qui s'appelle Petteri Nummelinen, qui est un mec qui a vraiment énormément de bouteilles, qui est un joueur exceptionnel, avec qui j'ai joué, qui était vraiment impressionnant. Et puis Ivano Zanata, qui a ce côté plus américain, donc plus physique, tout ça. Donc je trouve qu'il y a un bon mélange. Et puis il faut savoir une chose, parce que pas mal de gens me posent la question, ils pensent que c'est mon frangin qui a imposé ça à Péchan. Non, je veux dire, Péchan était OK avec ces choix-là. Donc voilà, mais je peux tout à fait comprendre ce que Roland dit, mais d'un autre côté, je dirais, comme pour Greg, il y a ceux qui tentent rien, qui se cassent pas la figure. Et puis si on veut progresser dans mon coin de pays, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on change nos idées. Et on sait que dans ces coins-là, c'est un peu changer les idées des gens, c'est peut-être un peu plus difficile qu'ailleurs. Ça va un peu plus doucement, ce qui n'est pas plus mal pour certaines choses. Mais moi, je pense qu'effectivement, à la fin, ça sera les résultats qui diront si le coach il est bon ou pas, quoi, que ce soit un Tchèque, un Slovaque, un Japonais ou n'importe quoi. Et puis le mec, voilà, il a l'équipe qu'il a, il faudra faire avec. Et puis il faudra peut-être qu'il aura peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit pour changer son système, revoir ses choses quand il y aura des choses à changer. Ce qui est peut-être pas forcément le cas de chaque coach. On suit notre ordre alphabétique, on passe au HC Bienne, qui a pas beaucoup... Après 2 heures de podcast, on passe au B. Heureusement, on ne fait pas 26 lettres. Ça, c'est ce qui va nous sauver. Toutes les équipes. Mais ça risque d'être un peu longuet, mais Bienne, au Puckalist, le club a été mis plus souvent autour entre la 7 et la 10e place. 100% dans les pré-playoffs. Ouais. Et avec un peu ce côté, on n'est pas sûr. Je pense que, en tout cas, de mon cas, j'étais là. Est-ce que je les mets 6 ? Est-ce que je les mets 7 ? Est-ce que je les mets 5, 8 ? J'avais l'impression que c'était ce ventre mou. Je ne savais pas trop où les placer. Parce que, finalement, il y a des... Alors, on parlait de la stabilité avec Zug. C'est une stabilité, proverbiale avec Bienne, la même chose. Il y a Olofsson. En gros, il y a Setteri, le gardien. Et puis, il n'y a pas trop d'autres changements. J'ai l'impression qu'ils ont perdu 2-3 jeunes qui sont partis en adjoint, mais on va dire dans le noyau, les joueurs importants, il n'y a pas grand changement finalement. Moi, j'ai l'impression qu'on met Bienne là parce qu'on n'arrive pas à déceler le fameux déclic, en fait. Et que les années se suivent et se ressemblent un petit peu pour Bienne. C'est-à-dire que Bienne... Il faut bien se remettre dans le contexte. Quand il y a eu la nouvelle patinoire, il y a eu un coup de boost qui a été mis à cette équipe. Ils ont fait des super résultats. Ils ont été en demi-finale même, si mes souvenirs sont bons. Et pas loin de la finale. Pas loin de la finale, ouais. Et puis, après, on a toujours attendu, mais on pourrait peut-être aussi en parler pour Fribourg, parce que peut-être que Fribourg dirige un peu dans la même direction. Mais on a toujours attendu un petit peu ce petit pas en avant. Et l'année passée, ils font top 6. Donc, ils n'ont pas besoin de passer par la case pré-playoff. Ils mènent contre Zurich 2-0, si mes souvenirs sont bons, et ils s'effondrent. Et c'est de nouveau, c'est la fameuse série contre Lugano 2 ans avant, quoi. C'est le fameux... Et contre Berne aussi. Roy qui avait marqué le but et puis qui avait fait complètement changer la base, cette série. Il manque ça. Et puis tu as envie de dire, mais quand est-ce qu'il va y avoir ce petit truc-là qui fait que ça va passer ? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les mettre beaucoup plus haut, parce qu'on n'arrive pas à avoir ce petit déclic. Alors cette année, oui...
L'arrivée d'Olofsson, alors c'est marrant parce que quand Olofsson a été annoncé, c'était un peu premier de saison l'année dernière, tout le monde s'est dit « Ah waouh, ça c'est cool parce qu'Olofsson a Longno, il cartonne et tout ça ». Puis après, quand on voit comme les autres clubs se sont renforcés, ouais, ça nous fait pas plus rêver que ça en fait l'arrivée d'Olofsson. Et puis après Olofsson, il y avait toute une équipe à sa disposition du côté de Longno, ce qui sera pas forcément le cas du côté de Bienne. Donc disons mais que des la meilleurs tâche joueurs. défensive était moins importante à Langnau qu'elle Absolument. sera à Ouais, Bienne. Et c'est puis ça. lui, son but c'était de trouver un contrat ailleurs. Je veux dire, c'est pas pour. Je veux dire, Alors, voilà, on peut pas lui en vouloir. on peut et pas puis lui en vouloir. il y a eu l'arrivée d'Olofsson, mais il y a des départs, il faut pas l'oublier. Kevin Fay, mine de rien, il faisait un sacré job aussi bien dans le vestiaire, parce que c'est un gars de vestiaire, hein, Kevin, qu'en défense bien évidemment, et Michael Ugly. Pour moi, Michael Ugly, c'est un vrai départ du côté de Bienne. Alors tant mieux pour Lausanne, mais pour moi, c'est un vrai départ du côté de Bienne. Et il me semble que Bienne, on a toujours un petit peu dans la tête l'étiquette du club qui donne sa chance aux jeunes. Et puis c'est l'équipe. Et finalement, si on regarde selon Elite Prospect, c'est la plus vieille équipe de National League avec 29,08 ans de moyenne d'âge. Bon, il y a Forster qui te tire le truc en bas aussi. Oui, alors dans tous les clubs, il y en a un ou deux qui te tirent le truc en bas, mais finalement, c'est aussi, à l'instar de Fribourg-Gotteron, dont on parlera un petit peu plus tard, c'est aussi une équipe qui est finalement assez vieillissante, et on va forcément, je suis convaincu, parce qu'on en a parlé hier au Pécaliste, lundi au Pécaliste, de fin de cycle, mais finalement, bien y est aussi gentiment un peu cette fin de cycle avec un Damien Brunner qui est de 86, Forster 83 évidemment, Grossman, Schneeberger, Froidevaux, Kunti qui est de 89. 89, on a plutôt tendance à se dire que ça reste encore un peu jeune. Absolument. Ça l'est, mais finalement ça fait déjà 33 ans. Donc c'est quand même des joueurs qui sont un petit peu en train d'arriver. Et même un les peu sur étrangers, sur la Raya, j'ai fin l'impression d'arcade. que ça fait des années qu'il est là aussi à Bienne. Donc, Ça fait 6 ans, ouais, donc, si je dis pas de bêtises. ouais, peut-être qu'on arrive au bout d'un certain cycle à Bienne. Et finalement, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu cette progression sur les 4 dernières années. Puis on a un peu l'habitude de voir tout le temps les mêmes noms. Puis on se dit, bon, ouais, ils reprennent la même recette. Est-ce que ça va être meilleur cette année que les autres années? Je suis pas convaincu. Avec un entraîneur qu'on a toujours porté au nu, je sais pas, mais en tout cas qu'on a souvent défendu en disant à quel point on aimait ce jeu-là. Et ça a été mentionné aussi dans d'autres médias à quel point le jeu proposé par Bienne était intéressant, était presque à l'encontre de ce jeu finlandais qui était très cérébral. Il laisse beaucoup jouer ces gars. Et tu parlais de Geoffrey Olofsson en disant travail défensif, voilà, peut-être que justement avec un Termenen, en lui disant vas-y, joue comme tu sais faire, et puis nous c'est ce qu'on cherche, c'est pour ça qu'on t'a pris. Ça peut peut-être passer aussi, mais j'ai l'impression que Tormanen, il aura une petite, un petit truc sur son épaule qui va lui dire, dis donc, là, il faudra peut-être quand même qu'il y ait des résultats, même s'il y avait des résultats, mais tu passes ce cap maintenant, s'il te plaît. Alors, si on revient bien en arrière, Bienne a bénéficié, bien avant les autres clubs romans, en parenthèse, d'une patinoire moderne. Donc ça a amené un engouement du public, des sponsors et surtout certains joueurs qui ont décidé de signer à Bienne, alors que peut-être avant, dans l'ancienne patinoire, ils ne l'auraient pas fait. Donc, nouvelle rentrée d'argent, nouvelle patinoire, ils ont réussi à faire venir des joueurs qui ne seraient pas venus. On peut parler de, je sais pas, on peut parler des joueurs qui sont venus. Jonas Siller. Jonas Siller, Forster. Même Damien Brunner. Hein. Damien Brunner, Brunner, tout Kunti. ça. Ils ont pris des paris sur certains joueurs, Brunner, Kunti, qui sont quand même des joueurs au niveau gestion qui n'ont pas été toujours faciles à faire. Qui avait une mauvaise réputation. On se souvient que Damien Brunner, quand il part de Lugano, il a une réputation assez compliquée. Radgeb, Voilà. signe à Bienne aussi, alors Radgeb voilà, aussi, international donc à ce des moment-là. joueurs comme ça. Puis malheureusement, Bienne n'a pas réussi à faire un titre ces années où ils auraient peut-être dû justement, où ils avaient de l'avance sur les autres. Et Fribourg a une nouvelle patinoire, Lausanne a une nouvelle patinoire, Zurich En en Genève, aurait- non, toujours pas. Non. Genève, non, mais oui, ils ont des Si, il y moyens. a un il y projet, a un projet, bientôt. oui, c'est Projet vrai. pour une Un année. concours d'architecture, c'est Voilà. très bien. Donc, ils se sont fait, sans s'en rendre compte, et nous aussi, ils se sont fait rattraper par les autres. Ils se sont fait rattraper. Et je pense que je ne dis pas des bêtises quand je dis que, à mon avis, Fribourg a plus de budget actuellement qu'un Bienne. Donc, ça va être difficile pour Bienne de régater ces prochaines années. Quand Genève aura une nouvelle patinoire, déjà qu'ils arrivent à attirer des joueurs. Voilà, j'allais dire déjà maintenant, vous imaginez le truc. Lausanne aussi a amené des joueurs grâce à des contrats fort sympathiques. Donc, Bienne, c'est quand même difficile pour eux. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, eh bien, il y a des joueurs qui vieillissent.
C'était beau de voir jouer bien, c'était la jouerie, machin, mais à la fin, il n'y a rien, il n'y a pas de titre. Il y a des éliminations crève-cœur, il y a pré-playoff contre Rapperswil il y a 2 ans, il y a contre Genève, justement, ah ben non, c'est à cause de Genève que bien était en pré-playoff, crève-cœur. L'année passée, ben voilà, de nouveau, il devait passer, puis il ne passe pas. Et ça, je pense qu'au bout d'un moment, ça pèse sur tout le monde là-bas, que ce soit les joueurs, les dirigeants. Puis au bout d'un moment, ben, je veux dire, qu'est-ce que tu fais si ça commence mal cette saison? Le premier qui va sauter, ça sera le coach. Et moi, je pense que Tormanen, hein, si je ne dis pas de bêtises, il a quand même pas mal la pression parce qu'il me semble que Bienne a un tournant. Ils devront prendre des décisions qui ne seront peut-être pas forcément faciles à prendre, mais il faudra les prendre. Et c'est pour ça que j'ai mis Bienne pas dans le top 6 parce que eux, ils sont presque... On parlait, c'est bien d'avoir de la stabilité dans une équipe, mais là, il y en a presque trop. Et c'est la stagnation plus que la stabilité. Et c'est jamais bon d'être trop... Et là, il aurait fallu 1 ou 2 joueurs de plus. Mais ils doivent se battre maintenant contre des Fribourg. Est-ce que Berti aurait signé à Fribourg il y a 4 ans il n'a pas signé à Fribourg il y a 4 ans. On donne des réponses. Voilà. Et ça, c'est malheureusement... le championnat suisse, ça résume, le championnat suisse a énormément évolué ces 4 dernières années. Énormément. Et finalement, par rapport à Bienne, si on regarde les contrats qui sont expirants à la fin de cette saison, il n'y a pas une marge énorme pour renouveler les cadres. Parce que dans les 8 contrats expirants, il y a Noah Delémont qui est justement un des jeunes en devenir et donc qui incarne plutôt le Bienne d'après. Il y a Yannick Stempfli également, qui est aussi un jeune. Il y a un gardien étranger, Harry Sateri, qui est également... ça fait donc 3 des 8 fins de contrat. Mais après, il y a Schneeberger, Froidevaux et et Forster, pardon. Ça fait 3. Il y a le gardien remplaçant, Simon Ritz. Il n'y a pas vraiment un renouvellement des cadres qui est à l'horizon pour le HC Bienne. Il faut savoir une chose, c'est que Bienne a un ou le meilleur mouvement junior de Suisse, je veux dire. Donc ça, c'est peut-être pour eux une bouée de secours. Après, c'est pas que tu peux prendre un jeune, le mettre dans la première équipe, puis dire vas-y, remplace Brunner. Garessu, Kohler, ils sont où en ce moment? Ils voilà, sont joie, donc ça, c'est peut-être un petit peu le reproche que je pourrais avoir à Bienne, c'est qu'il y a quand même quelques joueurs qui auraient pu. Après, c'est mon avis personnel. Peut-être que, moi, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne les vois pas à l'entraînement. Mais peut-être que Bienne devrait peut-être un peu plus travailler là-dessus, parce que c'est clair que ces jeunes, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer à Bienne, ils vont voir ailleurs. Tant mieux pour les autres clubs. Pourtant, c'est une des grandes forces de Bienne. À Moser, par exemple, c'était le bon exemple justement à Bienne d'un jeune qui a super réussi. Nicolas Yellers, Gaëtan Haas à l'époque, avant qu'il... Oui, Gaëtan Haas avant qu'il aille à Berne et qu'il on lui donnait... Mais là, avec les 6 étrangers, ça va être d'autant plus difficile. Il faudra vraiment que les gars soient très, 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 très forts pour s'imposer et se tailler une place dans le line-up. J'en discutais avec Gaëtan Haas... c'était au Sentier, c'était après un match, il était très affecté. Alors ils avaient pris 8-1 contre Fribourg. On dit que les matchs de préparation, on rigole parce que ça sert à rien. Sur le mental, c'était un sacré coup et il était vraiment pas satisfait. Je lui demandais en long 2 justement lui aussi. Mais à part ça, Gaëtan, lui, c'est une saison importante pour lui. Il est très attendu. C'est vraiment une saison importante pour lui parce qu'il le sait. Il a fait une saison quand même en demi-teinte. On attendait plus de points clairement de lui de l'année dernière. 6 goals, je crois. Donc là, il disait c'est clairement insuffisant en dessous de ce qu'on attendait de lui. Et cette année, il n'a pas le droit à l'erreur quand même, Gaëtan. Bon, il a du caractère, donc je pense que il est comme il a parlé à ton interview là, il est conscient qu'il doit amener plus, il l'a dit. Mais attention, se mettre trop la pression, c'est pas forcément bien aussi. Je veux dire, c'est un bon joueur qui joue. Je veux dire, t'es bon naturellement au bout d'un moment. Donc mais lui, il aura la COP aussi à Bienne, dans les deux langues. Donc on vient lui dire que Dylan, c'est quoi la lettre? Tu peux nous rappeler la lettre que tu as sur le. Je crois qu'il habitait au Jura à un moment. Je sais pas s'il habite encore au Jura. Donc il a peut-être meilleur temps de faire 30 minutes de bagnole et puis tout ça. Mais je veux dire, après, s'il fout 6-0 à Joie, c'est vrai qu'il faut peut-être pas trop se promener au Jura le lendemain. Mais c'est vrai que lui, je sais qu'il est. En tant que capitaine, c'est vraiment. Il est capitaine. Bien a mis le paquet pour qu'il revienne, je veux dire, voilà. Donc, mais peut-être qu'aussi il se met trop de pression. Et puis ça, c'est pas forcément facile. Il faut savoir aussi mettre certaines choses de côté, quoi. Dans les jeunes, par contre, moi, il y en a 2 que j'ai envie de voir cette saison et j'espère qu'on les verra. Il y en a un, c'est Jérémy Berti. On le connaît pas vraiment encore, mais c'est quelqu'un. Il tape à la porte du vestiaire depuis 2 ans maintenant, je pense. Puis il y a Léo Braillard que moi j'ai vraiment envie de voir en National League. Et je sais pas si ce serait CHL. Je sais pas dans quel ordre. Quand on dit QMJHL, on reçoit des mails qu'il faut le dire en français. C'est LMH. LHJMQ. En CHL. Voilà. Commotion, quoi. Il était drafté par Cat Track de Shawinigan. Il reste
restera en Suisse. L'année passée, il avait été excellent en U20, alors que c'est en 2005. Donc, il pourrait à terme jouer en National League et être un bon joueur de National League. Est-ce que c'est trop tôt puis c'est l'envoyer au casse-pipe de le faire déjà jouer maintenant? Probablement. Mais si de temps en temps, on peut avoir et je sais que Jean-Fred, qui est juste à côté de moi, aime, et il a l'œil qui frétille parce qu'il aime bien voir deux jeunes joueurs faire leur place, trouver un rôle dans les équipes. Et pas que pour Hockey Manager. Lui pourrait être intéressant à suivre cette saison. Faut être logique aussi. 2005, 17 ans ou 18 ans. Valentin Nussbaumer jouait à 17-18 Absolument. ans. Cela dit, Bienne, c'est un bon endroit pour faire sa place quand tu es jeune, en fait. Parce qu'il y a certaines équipes où c'est complètement bouché, tu es jeune, tu n'as aucune chance. À Bienne, tu as la possibilité quand même de te montrer avec un les petit peu blessés plus. de début de saison, en plus, c'est ce que laissait entendre Martin Steinegger. C'est bien. Alors, il le tournait. C'est la com. Mais il était brillant en communication. Plutôt que de se lamenter puis de dire ça va être difficile, on va peut-être aller chercher un autre joueur sur le marché. On va offrir un contrat à Nick Heron parce qu'il nous manque un buteur. Non, on va dire on préfère prendre les jeunes et puis les faire monter puis dire c'est cool, ça donnera du temps de jeu. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je préfère voir 15 minutes de Noah Delémont à la place de 10 minutes et puis avoir peut-être 10 minutes de Léo Braillard, mais même si ça me semble très, très, très optimiste. Alors, je suis d'accord avec toi, Jean-Fred, mais un directeur sportif, il préfère perdre peut-être avec un Heron qu'avec un Braillard. Parce que s'il met Heron, on lui dit écoute, pourquoi ça va pas? Il dit écoutez, moi j'ai fait mon boulot, j'ai engagé Heron, il était sur le marché, on l'a eu pas trop cher. Tandis que si tu mets Braillard puis que tu perds, mais pourquoi vous mettez des jeunes, ils sont pas prêts? Moi, je connais le discours, je veux dire, c'est malheureux. T'as été un jeune j'ai été un jeune, je veux dire, voilà, et c'est ça un peu le truc. Si tu regardes, il y a deux moments où les clubs ils mettent des jeunes. C'est quand ils disent qu'ils sont en totale reconstruction. On peut parler de Genève il y a 3-4 ans en arrière, on n'a plus les moyens, ça, on met des jeunes, ça va bien. Mais du moment où le pognon revient, puis qu'on se dit peut-être qu'on peut gagner le titre, on oublie vite. On regardera le contingent de Genève, on verra qu'il reste plus grand-chose des tout jeunes. Exemple tout con, Genève, donc chapeau à eux, ils en ont fait, mais maintenant on en parle beaucoup moins de la formation. C'est toujours une bonne excuse, la formation, quand ça va un peu moins bien. Et puis bien, dans le fond, Braillard, moi aussi j'aimerais bien le voir jouer. Et puis là, au bout d'un moment, tu peux prendre certains joueurs à 17 ans, ils ne sont pas formés la même chose. Je veux dire, tu en as 17 ans qui sont déjà des hommes, d'autres un petit peu moins. Mais s'il a les capacités pour jouer, il ne faut pas se poser des questions, il faut le faire jouer. Je veux dire, c'est l'avenir du club. Petite anecdote, je pense que son papa, c'est Sébastien Braillard, j'ai joué avec. Il était en sélection neuchâteloise, si je me souviens bien. Je crois que c'était toujours un peu la guerre, parce que nous, entre la sélection jurassienne puis Neuchâtel, c'était toujours un peu la guerre. Et puis donc s'il écoute, je pense qu'il nous écoute, je le salue, mais je crois bien que c'est son fiston, d'après ce que j'ai vu. Mais j'en ai entendu parler de ce jeune par un ou deux scouts qui m'ont dit qu'il était en dessus de la moyenne, qu'il était très 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 bon. Après, bien sûr, il faut que ça suive derrière, mais actuellement, apparemment, c'est le meilleur joueur de sa classe d'âge. D'après ce qu'on m'a dit. Mais moi, je pense que bien, ils n'ont plus le choix maintenant. Pour avoir un avenir assez radieux, ils doivent miser sur des jeunes comme ça. Pas 3 par année, on est d'accord, mais 1 par année. Je pense que ça va pas te faire perdre énormément de points s'il fait de temps en temps une bêtise et puis qu'il te fait prendre un goal, Mais si bien est dans les bons wagons, ça va jouer. On va pouvoir faire jouer un peu tout le monde. Puis si on est sous pression, moi je vous dis que ça soit à Bienne ou ailleurs, Heron il va retrouver du boulot très rapidement. Il attend, lui il n'est pas bête, il a tout compris. On enchaîne avec Fribourg. On l'a un petit peu mentionné avant, on disait que c'était assez stable aussi à Fribourg, mais on disait aussi qu'il y avait 14 contrats, enfin c'est toi Geoffrey qui disait qu'il y avait 14 contrats expirants. On en attend quoi de cette équipe de Fribourg? Moi j'ai l'impression qu'on les voit, vu qu'ils ont fait 2e de la saison régulière l'année passée, on se dit la stabilité, le fait qu'ils sont quand même assez renforcés. Ok, ils ont perdu Di Domenico, mais entre Berchi et les nouveaux étrangers, ça a l'air quand même solide. On les voit dans le top 6. On les voit dans le top 6, on les voit en demi-finale. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait l'année passée. Donc, franchement, moi, je les vois dans le top 6, je les vois en demi-finale. Cette année, oui, c'est stable, mais avec les nouveaux étrangers, ils ont été chercher quelques joueurs extrêmement intéressants. Kouakanen, par exemple. Je vois que tu lis tes fiches. Ouais. Non, mais le nom est dit juste. Le nom est dit juste. Là, je t'ai vendu. Monsieur Dame, il a des fiches où il y a tout qui est écrit dessus. C'est les fiches des pécalistes de lundi soir. On sent le professionnalisme. Non, mais Kouakanen, on l'a vu jouer à Yverdon.
lors du match qu'on a pu commenter avec Geoffrey. Et c'est vrai que le gars, et alors c'est intéressant parce qu'il a 24 ans, il a déjà plus de 150 matchs de NHL, je crois. Donc, il n'est pas venu là pour enfiler des perles, quoi. Franchement, il est là pour marquer des points, pour essayer de remonter le plus rapidement possible en NHL. Et je pense que ça va faire du bien d'avoir un bon sniper comme ça à Fribourg-Gotteron. Et puis après, les Delarose, franchement, c'était pas mal. Sorensen. Blessé malheureusement. Malheureusement. Du coup, nous, on l'a vu jouer quand même. Ouais. Franchement, moi, j'aime bien les arrivées. J'aime bien les arrivées à Fribourg. Et le sentiment, justement, que la base est restée, même si on va en parler, c'est une base qui est vieillissante quand même. Mais la base est restée. Et cette base-là, quand même, une nouvelle fois, c'est ces demi-finales l'année dernière. Alors, oui, ça se termine en 4 matchs contre Zurich, mais en même temps, tous les matchs ont été très serrés contre Zurich. Mais il y avait déjà une bonne base l'année dernière et je pense qu'on va la retrouver cette année. C'est étonnant parce qu'on parle des arrivées de Fribourg-Gotteron, puis on n'a encore pas dit le nom de Christophe Berchi. Moi, alors, j'ai juste posé comme ça, mais... Alors que j'ai pas les étrangers. Ouais, mais c'est la grosse arrivée de l'été en termes de transfert de joueurs suisses de Lausanne à Fribourg-Gotteron. Et je sais, Geoffrey, on en a parlé un petit peu en marge des Pécalistes. Pour l'instant, tu es un petit peu sur ta faim le concernant, c'est juste ? Mais non, je ne suis pas sur ma faim. Je dois dire que moi, ça m'a hyper étonné. Alors, Christophe Berchi était méchamment dragué par pas mal de clubs parce qu'il est en fin de contrat. Moi, j'aime bien ce joueur. Mais je pense qu'on a fait une grosse erreur, c'est qu'on y met une étiquette d'un joueur avec telle ou telle caractéristique et qu'il n'a pas ces caractéristiques-là. Moi, je trouve que c'est un excellent patineur. Il est bon physiquement, il protège bien le puck. Il est capable de jouer défensif. Mais on y met presque une étiquette, je crois qu'on l'a même dit, du nouveau Julien Sponger. Puis j'ai dit au bout d'un moment, quand on compare Christophe Berchi à Julien Sponger, je ne dis pas que... C'est des pommes et des poires. Voilà, je veux dire, Christophe Berchi a ses grandes qualités, certaines grandes qualités que Julien Sponger n'a pas, mais Julien Sponger a des grandes qualités comme être un excellent buteur que Christophe Berchi n'a pas. Et je pense qu'on a mis peut-être des choses dans la tête des gens en faisant croire qu'il allait nous mettre 35 goals par saison. Il pourrait tout d'un coup faire une saison, mais je pense que à 30 goals, mais sur la longueur de son contrat, je pense que ça ne sera pas ça. Et moi, ça me gêne un petit peu parce qu'on y met de la pression à lui avant qu'il ait posé le premier patin sur la glace. Bon, après, ça la pression, elle était dès qu'il a signé pour 7 ans. Hein. Voilà, donc, mais c'est ça un petit peu. Donc moi, je dis aux gens, faites attention. Ne croyez pas que c'est le nouveau Julien Sponger. Il n'y aura qu'un seul Julien Sponger. Il y aura peut-être sûrement des autres Fribourgeois qui perceront en Ligue nationale 1, mais ça ne sera pas avec les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités que Julien Sponger, mais avec leurs caractéristiques. Et moi... je ne pense pas que c'est un buteur né. Je pense que c'est un joueur un peu couteau suisse qui sait tout faire. Il peut même jouer le box-play pour moi. Parce que Julien Sponger, on ne peut pas mettre Julien Sponger en box-play, à mon avis. Donc voilà. Et maintenant, pour revenir à son contrat, Fribourg a pris quand même un gros risque. Je veux dire, je suis désolé, mais quand tu donnes un contrat de 7 ans, je crois qu'il avait 29 ans quand il a signé ce contrat. Hein. Alors, il est 94. Donc 29 ou 28. 28. Donc je veux dire, tu prends quand même des risques. Il faut espérer pour lui et pour Fribourg-Gotteron que ça se passe pas trop mal parce que mais justement la pression c'est pas ni les journalistes qui mettent la pression, c'est les dirigeants en fait qui mettent la pression. Quand tu signes un joueur pour 7 ans, c'est OK, on fait confiance et on va construire l'équipe autour de toi pour les 7 prochaines années. Donc c'est ça qu'on lui dit. Ça c'est déjà une erreur quand tu dis un joueur on va construire l'équipe autour de toi, je veux dire moi ça me pose un problème. Je veux dire là Fribourg a mis le paquet pour l'avoir, comme ils ont mis le paquet pour avoir Diaz. Hein. Je veux dire, Diaz, oui, il voulait apprendre le français et puis tout ça, mais moi, je le sais de pas mal de monde. Le meilleur contrat, il était offert par Fribourg-Gotteron et de loin. On peut nous dire ce qu'on veut. Oui, mais Diaz, c'est pas tout à fait pareil. C'est quand même un joueur qui arrive, mine de rien, en fin de carrière. Il va peut-être finir sa carrière à Fribourg. Là, Berchi, il est dans la force de l'âge, en fait. Oui, mais on lui a quand même donné un contrat qui est clairement au-dessus de ce que les autres proposaient. Hein. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que, voilà, après, tant mieux pour lui, il les méritait. Moi, je critique nullement les acceptations de contrats des joueurs, mais je pense qu'il faut pas penser, qu'il faut que les gens s'enlèvent de la tête que le jour où Julien Sponger n'est plus là, c'est Christophe Berchi qui va le remplacer. Moi, j'aime beaucoup Christophe, j'aime bien les qualités de ce joueur, j'aime bien la personne aussi, mais je veux dire, il faudra construire autour de lui si on veut des résultats à Fribourg dans l'avenir. Puis pour revenir à la saison passée,
quand j'entends, je l'ai dit plusieurs fois sur le plateau, j'entends le discours, on est quand même content, on a perdu 4 matchs à 0 contre Zurich, tout ça. Mais moi, je pense que la saison passée, c'était l'année de Fribourg-Gotteron. Et on peut regretter d'être pas passé Zurich parce qu'après, on allait contre Zug et il y avait moyen de faire quelque chose parce que Zug n'a pas fait les malins aussi contre Zurich. Et voilà, donc c'est un avis personnel. Des occasions et des équipes comme avait Fribourg-Gotteron la saison passée, il n'y en a pas chaque année peut-être. Hein. Je veux dire, cette année, à mon avis, la concurrence sera encore plus rude pour Fribourg que la saison passée. Puis il ne faut pas oublier que depuis que Christian Dubé est là, il n'y a jamais eu de crise à Fribourg. Il n'y a jamais eu des moments où ils ont perdu une fois 4 ou 5 matchs, voilà, mais ils n'ont jamais eu vraiment une vraie crise où ils étaient à 8 ou 9 matchs de défaite. Et ça, il faut relever, c'était du super boulot aussi de Christian Dubé. Il sait bien, je trouve, activer les leviers. Alors des fois, il a tendance à activer le levier de la carotte et du bâton, un peu en alternance. Mais il l'a fait dernièrement. Puis il joue avec la presse aussi. Hein. Ouais. Il va faire quelques déclarations qui vont piquer les joueurs. Il l'a fait dernièrement. On a l'exemple de Davos il y a 2 ans, là, justement, cette fameuse déclaration où il traitait tout le monde de nul. Et puis après, ils enchaînent les victoires. Non, mais c'est vrai. C'est à double tranchant, ça, ces déclarations-là. Hein. Je veux dire, c'est à double tranchant. Dernièrement, ils ont perdu 1-0 contre les Norvégiens, là. Il a dit écoutez, on va aller chercher un étranger parce que j'ai vu ce soir qu'il n'y avait aucun joueur qui était capable de prendre la place de l'étranger. Donc ça peut être payant, mais tu peux aussi avoir un sacré retour de bâton après un match de Champions League quand tu dis quelque chose comme ça. Si tu actives ce levier-là le 3 septembre, tu as intérêt de pas recommencer après 2 journées de championnat. Exactement. Et puis après 4 journées parce que les joueurs ils peuvent vite en avoir un petit peu marre. Moi, je souhaite à Gotteron de bien partir cette saison parce que justement, voilà, je veux dire, ça pourrait vite aussi être un petit peu... On souhaite à tout le monde. Hein. C'est un peu ce qu'on a toujours remarqué dans le championnat de Suisse, c'est que ces points que tu fais septembre-octobre, après, tu peux justement te permettre même pas un trou, mais un creux, un truc un peu moins bon. Bien le fait chaque année, pratiquement. Je veux dire, ils commencent très très fort et puis quand ils ont des moments dans le dur, alors ça joue des fois le raclette, hein, on l'a vu les dernières années, mais ils sont sauvés par ça. Mais voilà, moi je trouve cette année, on parlait de changement de paradigme dans ce championnat, je trouve que cette année, on est vraiment en train de changer, le championnat est totalement en train de changer. Alors bien sûr, il y a cette guerre malheureuse qui nous fait le bonheur d'avoir des joueurs qu'on n'aurait pas eu. Mais je veux dire, cette année, c'est un championnat qu'on n'aura jamais eu. Mais même pour moi, qui bouffe du hockey depuis des décennies, je suis tout excité de voir des matchs, quoi. Alors que des fois, tout dépend des matchs, c'était un peu plus difficile de les regarder. Mais là, je veux dire, waouh, chapeau. Je te dirais même les matchs, des fois, peut-être un dimanche soir ou un lundi ou un jour un petit peu off. Non, lundi, un peu caliste. Ouais, c'est juste. Il y aura des fois, avec Zurich, des fois, il y avait des matchs lundi. C'est vrai. Mais un Zurich, peut-être un Zurich-Lugano, tout d'un coup, qui a toujours été une belle affiche. Mais là, tu as encore plus envie de te dire que Granlund, Lettonen, Texier et compagnie, Koskinen, tu te dis, ouais, là, je vais peut-être jeter un œil. Voilà. Donc, Claude l'aura aperçu un dimanche soir. Donc, pour revenir à Berchi, c'est une très belle signature de Fribourg. Il faut bien sûr que les choses se passent bien, mais les gens qui nous écoutent, arrêtez de penser que c'est le nouveau Julien Sprunger, parce que Julien Sprunger, il n'y en a qu'un. Voilà. J'allais justement dire, arrêtez de penser qu'il y a quelqu'un un jour qui va remplacer Julien Sprunger. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est plus simple. Il faut arrêter là. Voilà. Je crois alors, on va vraiment pas comparer deux personnes, mais à Chicago, ils attendent toujours le prochain Michael Jordan. Ouais. Encore une fois, je ne compare pas l'un à l'autre. Je parle juste de l'importance dans un club d'un joueur. Tu images le truc et c'est très très bien. Mais parce que après Bikov-Komutov, après Sprunger-Bikov, finalement, à Fribourg, il y a ce besoin. Et les dirigeants, on parlait de la communication. Les dirigeants mettent de la pression sur Berchi, finalement, aussi en 7 ans. Parce qu'il est fribourgeois aussi. Mais parce que et Marchand et Schmidt, on parlait des contrats qui sont expirants, et notamment de ces deux-là, parce que c'est deux... Alors un jeune, un peu moins jeune, mais qui a quand même Marchand est de 97, je crois, donc on peut encore considérer que c'est un joueur qui peut encore s'améliorer. Il fait une super saison l'année passée. Donc ces joueurs-là sont fribourgeois. On a vu tout le drama qu'il y a eu quand David Ebicher n'avait pas un contrat puis qu'il est parti. Donc à Fribourg, il y a toujours ce paramètre-là qu'il faut prendre en compte. Du coup, je peux poser la question qui fâche. Il y en a un qui arrive en fin de contrat, c'est André Bikov. Exactement. Ouais. Ben là aussi, on parlait de drama autour de Fribourgeois. Est-ce que Christian Dubé a envie de continuer avec Bikov? Première question. Et est-ce que Christian Dubé, c'est plutôt ça, peut ne pas signer André Bikov? Aujourd'hui, il peut.
Ouais. Il y a une année ou deux, quand Slava Bikov était encore impliqué dans Non, mais c'est pas Fribourg-Gotteron. Slava Bikov, c'est le public. Tu peux pas. Avec le public fribourgeois. Je suis pas sûr. Je Je pense pense que que Slava Bikov. je pense que la présence durant de nombreuses années de Slava dans les bureaux ou dans l'entourage du club a pas aidé énormément à ce qu'il y ait une liberté d'action autour de ce cas-là. Non, mais Fribourg-Gotteron, il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est un club de canton. C'est comme le FC Sion en Valais. Hein. Fribourg-Gotteron à Fribourg, c'est vraiment un club de canton. C'est quand, donc, à part la coupe de la Ligue, c'est quand vous gagnez un titre? Fribourg-Gotteron, c'est un club qui a, je crois, plus de 500 sponsors en fait. C'est vraiment, il y a tout le canton qui se mobilise pour ce club. Et une décision comme ça, non mais t'imagines Andrei Bikov qui va jouer à Lausanne? C'est juste pas possible. Slava Bikov a joué à Lausanne. Oui. Non, moi, Oui, d'accord, mais c'était pas un enfant de Fribourg, Slava Bikov. Oui, d'accord. Non, mais la question que tu dois te poser maintenant, je veux dire, au bout d'un moment, tu veux gagner des titres ou tu veux faire de la politique? C'est ça. Mais c'est les deux. Moi, si tu es obligé de faire un peu Non, politique. non. Si tu veux garder tes sponsors, tu veux faire plaisir à ton public, tu es obligé. Ouais, mais quand t'as 10 fribourgeois à un moment, bah t'en as que 9. Alors, Puis finalement, bah voilà. Tu poses, on vient dans un hockey international. Tu poses la question à chaque personne qui rentre dans la patinoire. Écoutez, fin de saison, je vous laisse une case. Andrei Bikov ou un titre? Mettez la croix où vous voulez. Ils vont mettre la croix où, les gens? Je veux dire, tout le respect que j'ai pour Andrei, c'était un super joueur, tout ça. Je dis pas qu'on doit pas le garder. Je dis qu'on doit se poser la question. Si on a la possibilité de faire progresser l'offre et la demande aussi, hein, faire progresser notre équipe avec un autre apport, puis que malheureusement il n'y a plus de place pour Andrei. Puis Andrei, c'est un mec intelligent, il va comprendre le truc. Moi, ça m'est arrivé qu'on m'a dit à un bout d'un moment, écoute Jeff, par respect, on va te prévenir qu'on va pas te signer pour la saison prochaine. Mais j'étais conscient de ces choses-là, ça fait partie du boulot et je l'ai accepté. Et là, la question, au bout d'un moment, Fribourg, la question que Dubé devra se poser. Puis il se la pose déjà. Mais il a peut-être déjà la réponse aussi. Peut-être. Andrei ou un autre, hein, je veux dire, pas seulement lui. Hein, je veux dire, mais Andrei, c'est particulier. Andrei, c'est particulier. Ouais, mais je veux dire, on peut parler aussi d'un Nathan Marchand, qui est très attendu. 30 buts la saison passée. Tu penses que. Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas trop de discussion maintenant parce que le club de Fribourg, en l'occurrence Christian Dubé, attend de voir comment il va commencer sa saison. Mais construction d'effectifs, tu prends l'argent de Andrei Bikov, tu le payes cette saison. Finalement, tu te dis, j'ai besoin d'un certain montant pour re-signer Sandro Schmidt qui est en train de prendre de la valeur et qui est courtisé par d'autres clubs. Je peux déjà te mettre ma main au feu qu'il va signer à Fribourg parce qu'il joue énormément. Ils vont mettre le paquet pour le garder. Mettre le paquet, ça peut signifier prendre de l'argent ailleurs, finalement, pour pas faire sauter ta banque, et de prendre de l'argent pourrait être un cas de dire, moi j'avais X milliers de francs qui étaient dévolus à Andrei Bikov que je ne veux plus donner là, et ces X milliers de francs je le mets sur Sandro Schmidt. Je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, par exemple. Alors les premiers milliers de francs que je prends, je vais les chercher chez Mathias Rossi, qui avait signé un contrat de 3 ans. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, évidemment, hein. Mais s'il cherche une soupape quelque part pour redistribuer les deniers à gauche et à droite, je pense que Mathias Rossi c'est tout indiqué, surtout avec 6 étrangers. Lui, il est clairement plus bas dans l'alignement. Quand il a signé un contrat de 3 ans à l'époque de tête, sauf erreur, et j'avais dû l'écrire, je crois. Zug était sur les rangs aussi. Et il avait, après, c'est toujours la même chose, parce qu'il était sur les rangs pour faire une Max Orley, à savoir, j'en chéris un peu, mais juste pas trop pour qu'il parte pas de son club. Mais comme ça, le club a donné un poil plus, peut-être aussi. Mais toujours est-il que ce contrat arrive à terme. C'était sûrement pas un mauvais contrat. Donc Fribourg aura une marge. Maintenant, Andrei Bikov, je comprends ce que tu dis, Roland, et je pense que tu as raison. Il y a un problème quasi plus émotionnel que sportif, mais justement, j'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé à son poste, Christian Dubé a moins pris des décisions émotionnelles que par le passé à Fribourg-Gotteron, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu une année de plus pour service rendu. Je sais pas, Geoffrey Vaux... Non, pardon. Non, je rigole. Plus qu'une année. Hein. Je rigole, évidemment. Mais j'avais un peu cette impression qu'il y avait l'aspect un peu familial, et on peut difficilement... mais pas lui, parce que quand même, il est là depuis 17 ans. Alors bon, allez, on te redonne une année. Et là, j'ai l'impression que Dubé le fait un tout petit peu moins. Ce que j'aime bien de la part des clubs, justement, qui font ça, à part ça, parce que je me rappelle des années peut-être 90 avec le foot, où il y avait beaucoup de fidélité, et on a toujours... Moi, j'ai toujours eu de l'affection pour les joueurs qui restaient malgré tout. Et je peux comprendre que finalement, tu le redonnes une année de plus en disant « Ah ouais, c'est pas trop grave. » Voilà, puis ma foi, merci beaucoup. Puis bon, il y a le prix aussi.
Combien demandera si tout d'un coup tu dis écoute, on te garde comme soutien, 4e bloc, c'est ce qu'il fait actuellement. André, il est plutôt 13e homme ou 4e bloc. Premier bloc à Ajoie, pas mal. Ouais, voilà. Ouais, on l'accueille avec plaisir, ça c'est s'il nous écoute. mais je veux dire, voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, mais la finalité de tout ça, c'est gagner des titres, messieurs. C'est ça, je veux dire. Désolé, quoi, mais autrement, ça sert à rien. Moi, en tout cas, personnellement, en tant que joueur, j'avais un but, puis je pense qu'ils en ont aussi un. Donc, tu es en train de dire que Fribourg ne peut pas gagner de titre avec Bicol? J'ai jamais dit ça. J'ai dit que si tout d'un coup, tu as d'autres options qui te font penser que tu as plus de chances d'y arriver, et c'est comme ça que marchent les coachs et les clubs, généralement, eh ben, tu dois prendre des décisions qui font mal. Diaz, Azug, qui était aussi... il part sur un titre. Il était capitaine en plus. Qui était capitaine, tout ça. Je veux dire, ils ont fait une proposition... puis ils ont dit stop, ils ont dit non, écoute, ouais, mais j'ai une proposition meilleure ailleurs, ben vas-y, parce qu'ils ont fait ça, ils ont compensé par un deuxième défenseur étranger, puis ça n'a pas trop mal marché. Donc, Diaz est à la Talo et ils compensent par Juice et Hanson. Oui, mais je m'excuse, je reviens toujours à la même chose, mais Diaz, on l'a pas vu tout gamin accompagner son père à la main sur la patinoire de Fribourg. T'étais pas là, qu'est-ce que t'en sais? Mais non, mais sérieux, on a tous vu ces images, donc on n'a pas vu Diaz dans les juniors de Zoug, on n'a pas... Alors là, je passe un message à tous les clubs. N'engagez pas Roland comme directeur sportif parce qu'il marche à l'émotionnel. Si jamais. Donc ça veut dire que j'ai un boulot à vie au Pécaliste. Enfin, les gars, on a un boulot à vie au Pécaliste. On est là depuis un moment. On ne sait pas, mais toi, oui. Exactement. Bon, bah merci. Jamais me passer toi. Mais il y a juste encore un point. Mais ça dépend le prix. Il y a encore un point que j'aimerais aborder. On a évoqué l'âge comme ça, puis ça me fait penser avec Diaz, qui est de 86. On a Gunderson qui est de 85. On a Sprunger 86, Bikoff 88. On disait qu'il est bien, tu le mentionnais Greg, qui était l'équipe la plus vieille du championnat avec une moyenne d'âge de 29 ans. Mais là, les 4 de Fribourg, il y en a quand même 2-3, et notamment en défense, là, les deux, je me dis, c'est des super joueurs, hein, powerplay, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où, on est en fin de cycle, on a les dernières cartouches de ce que peuvent nous donner ces deux joueurs, par exemple, en défense? Moi, je pense que Gunderson ne sera pas là la saison prochaine. J'ai rien contre lui, j'adore ce joueur, mais je pense que Fribourg ou Christian Dubé et puis Gert Sandhausen sont en train de se dire qu'ils peuvent trouver un peu meilleur. C'est pas facile à trouver, mais je pense qu'avec le marché actuel des étrangers, ils pourront trouver quelqu'un d'un peu meilleur. Ça n'empêche en rien à tout ce qu'il a fait. C'est un super joueur. Moi, j'adore le voir jouer. Mais voilà, comme tu dis, aussi rajeunir un peu le truc, un petit peu amener du sang frais, des choses comme ça. Donc, je pense que ça fait peut-être mal à penser parce que tout le monde l'aime bien. C'est un mec qui est super sérieux dans tout. Mais je ne pense pas qu'il sera là la saison prochaine, Gunderson. Puis justement, quand on parlait des contrats expirants du côté de Fribourg-Gotteron, si on veut un rajeunissement des cadres ou un changement de cycle, ce que doit aussi faire Fribourg tôt ou tard, avec Vagno qui commence son contrat mais qui est en fin de contrat, Delarose fin de contrat, Kuokkanen fin de contrat, Gunderson arrive aussi en fin de contrat. Il y a tous ces joueurs-là qui... Bon, les étrangers, c'est... Justement, mais c'est facile du coup de changer un peu de cycle avec peut-être 4 nouveaux étrangers, parce que Sørensen, on sait qu'il a un contrat un petit peu plus long, de pouvoir faire un rajeunissement des cadres, changer, lancer une nouvelle dynamique. Tu as toujours tes Diaz, tes Sprunger qui sont présents, mais tu as 4 nouveaux étrangers qui ont entre 24 et 27 ans, et là, tu as un vrai rajeunissement qui peut être assez rapide à faire. Et là, qu'on oublie aussi parmi les 4, c'est David Dernay aussi, qui arrive gentiment aussi au terme. Alors, il prolonge maintenant de saison en saison. Mais lui aussi, franchement, à l'âge qu'il a, ce qu'il faisait encore l'année dernière, ça reste aussi impressionnant, mais il faut penser aussi plus loin. Et puis moi, si je pense plus loin, l'autre question que j'ai envie de me poser, c'est, on sait que Reto Berra a encore un contrat qui va un petit peu plus loin, mais il faudra peut-être déjà penser, alors c'est peut-être plus simple maintenant avec les 6 étrangers justement de pouvoir aller chercher un gardien. On a vu si tout d'un coup Van Pottelberger et Setteri qui sont les deux, alors Van Pottelberger est blessé jusqu'au mois de janvier à peu près, mais à un moment Bien va se retrouver avec 2 probablement très bons gardiens. Il faudra faire un choix, ils vont peut-être plutôt choisir l'un ou l'autre, donc l'un ou l'autre sera sur le marché. Et peut-être que les autres clubs vont se bagarrer pour les sortir, quoi. Tu as aussi un problème à Fribourg, je m'excuse, c'est un problème de formation. Quel jeune est rentré, on parle de Jobin, mais il est blessé. À mon avis, Schmitt, alors ça fait quelques années, mais on va dire que c'est le dernier vraiment qu'on a pris très jeune, puis qu'on a formé à Fribourg-Gotteron. Donc il y a aussi un problème à ce niveau-là. Mais une fois de plus, on a une équipe qui a envie de gagner le titre. Puis je veux dire, quand tu as dans le 4e bloc, Walser, Rossi et puis Jorg,
je veux dire, difficile pour un jeune d'en pousser un de ces trois-là pour prendre sa place. Donc tu dois trouver, comme j'expliquais avant, une bonne balance entre vouloir gagner, jeunesse, formation, préparer l'avenir, quoi. On passe à Genève. Genève, champion avec tous les transferts. Artikainen en marque. On passe donc à Lausanne. Non, on va quand même rester un peu sur Genève. Mais il y a une hype autour de Genève qui est assez folle, qui est entretenue, alors malheureusement par un sale journal de boulevard qui s'appelle Blick, qui nous dit que Artikainen en marque, c'est la 8e et 9e merveille du monde. Mais malheureusement, je crois qu'il les a un peu vus jouer. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais la semaine passée. Ils font assez rêver finalement. Ouais, déjà, est-ce que les Vernet, c'est la 7e merveille du monde, du coup, ou bien comment ? Architecturalement, c'est aussi vieux que c'est aussi vieux que le Sphinx, des trucs comme ça. Mais ouais, la hype est vraiment présente. Ouais, je crois qu'on peut difficilement dire le contraire après la préparation, les matchs qu'on a vus avec un Artikainen. J'allais dire hors de forme, je pense pas. Artikainen en début de préparation, donc avec un potentiel d'amélioration de sa condition qui est encore présent, disons. Mais c'est deux joueurs qui ne se cherchent pas, mais qui se trouvent toujours. Et finalement, de voir ça sur la glace, de voir ce niveau de complicité sur ce que j'en ai vu de deux matchs, c'est fantastique, c'est fabuleux. Et oui, il y a de quoi se réjouir. Après, ça ne veut pas dire, on en parlait déjà au Pécaliste, ça ne veut pas dire que Genève va gagner tous ses matchs. Ça ne veut pas dire que Genève est un candidat au titre ou un favori au titre. C'est un candidat probablement, mais ils sont de loin pas les seuls. Parce qu'on a un peu on regarde ça par l'œil roman de cette histoire, mais je pense que les Tessinois ils sont en train de se dire oulala, Lugano c'est monstre fort, et on a Kaski, on a Granlund, on a un gardien, c'est une montagne, Barbera une autre. Par rapport à la Berre, c'est une blague pour les fribourgeois qui sont encore là sur le passage de Genève. Et du coup, nous, on est là à faire des grandes phrases sur Artikainen et Marc. Je pense qu'à raison, oui, parce que ça nous excite en Suisse romande, mais n'oublions pas les autres, ce serait une erreur. Ouais, mais alors on oublie aussi. Finalement, ça a occulté des arrivées comme Praplan, comme Bertagia, où finalement, on se dit, quand on fait les 12 attaquants, on est là, on se dit, ouais, finalement, il y a un peu... alors, ils ont perdu Moy, on va dire, ils l'ont laissé partir à Rapperswil. Ça enlève un international ou un gars qui était dans les papiers de l'équipe de Suisse et qui avait joué des matchs avec l'équipe de Suisse. Ça donne des idées sur les sélections de Patrick Fischer, quand même. Je m'excuse, non, mais les gars... On a Joris encore, on a Pouliot, on a vraiment une colonne de centre avec Richard et compagnie qui est vraiment très forte. Et puis on avait encore Vatanen, Temernes, Winnick. Je connais pas. Non, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a été chercher des étrangers incroyables, puis on a toujours ceux qui étaient déjà incroyables l'année dernière, avec Jean, le meilleur défenseur du pays, Tom Ernest. Un centre incroyable qui est maintenant dans Triple Goal avec Phil Poula, même si je me dis quand même qu'à 39 ans... de temps en temps, on a assez dit finalement, et je trouve que des fois on a tendance à dire cette équipe elle est vieillissante, puis après on vient avec des autres, puis on est tout fou, tout incroyable, on dit c'est extraordinaire, puis on regarde les âges, puis on dit ouais mais bon Winnick il a quand même 36 ans aussi, on disait que Dernay il a un peu donc il faut être logique aussi. Phil Poula est peut-être un cran en au-dessus dans le sens où il donne à 39 ans ce qu'un autre donnerait à 35. Ouais. Mais il va quand même arriver. Il y a le micro d'attaque quand même. On les a pas vraiment vu baisser le rythme et puis lever le pied l'année passée. Si on peut éviter de dire que les gens de 84 ont micro data, si je peux juste me permettre cette petite phrase très personnelle, ça m'arrange. Parce que il y en a des années 70 ici autour de la table. Non, mais je sais que vous êtes déjà passés par là, vous trois messieurs. Mais quand on voit Valtteri Filppula, on a l'impression que c'est un dinosaure sur la glace, puis que je vais voir son âge, puis je me dis qu'en fait il a 3 mois de moins que moi. Je suis obligé de me dire, fais gaffe aux mots que tu utilises concernant Valtteri Filppula. Parce que avec lui, on n'est plus des journalistes, on est des archéologues. Le Filppulosaure. Donc oui, Filppula a 38 ans et non 39. Ouais. Si je peux me permettre. Ah bah c'est bon du coup. Ceux de 84 ont encore 38 ans. Ah bon, c'est bon, ça sent le titre quoi là. mais oui, c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte parce que comme tu dis, Winnick a aussi un certain âge, même s'il est encore assez jeune, de 1985, donc c'est un jouvenceau. Mais oui, Genève est à certains cadres vieillissants, mais globalement, Omar Artikainen, ces joueurs-là, ils sont dans un âge qui va leur permettre de produire et d'être bons. Praplan va se relancer, on me dit un bien fou de lui, de comment il se sent bien à Genève, comment il revit à Genève. Richard, apparemment, a fait une préparation fantastique. Il joue au centre de Omar Artikainen. Et si on a le Tanner Richard qu'on a connu par bout de saison... Question, Greg, il est en fin de contrat ?
Écoute, je peux te dire ça parce que là, j'ai pas la réponse. Parce que ça, c'est super important. Hein. La fin de contrat, tu sais pas pourquoi ces mecs. T'es motivé. Tout d'un coup, Tu sais pas pourquoi. ils bloquent des shoots, ils battent check. 23-24, il a encore une saison après okay. celle-ci. Mais il faut pas oublier que Tanner Richard a été vraiment embêté physiquement. Il a eu une opération l'été passé qui lui a coûté toute sa préparation. Il est arrivé tard à la préparation et finalement il a fait une bonne fin de saison, mais le début était compliqué. Là, il a eu une préparation complète et je pense que ça va beaucoup l'aider. Tanner Richard, il est au milieu de Hartikanen et Domark. Hein. Genre, il distribue un peu. Il gagne les engagements. Il gagne les engagements. Il distribue le puck. Il laisse la magie opérer. Et puis après, voilà. Après, il faut s'adapter à des joueurs comme ça. C'est pas forcément facile. Hein. Je veux dire, moi, j'ai été dans des équipes où il y avait des excellents joueurs. C'est toujours des duos. C'est difficile de trouver le troisième. Puis une fois que tu l'as trouvé, par contre, moi, j'avais les années Kramer et Yenny. Il a fallu que Patrick Fischer arrive pour qu'il trouve une ligne qui marche du tonnerre. Patrick Fischer, joueur. Hein, Patrick Fischer, joueur. Donc voilà, donc comme tu l'as dit, il faut aussi que la mayonnaise prenne. Moi, je ne les ai pas vus jouer, par contre, j'en ai entendu beaucoup de bien. De la part de Greg et puis d'autres personnes qui les ont vu jouer. Surtout de Greg. Ouais, je suis un peu casse-pied. Mais honnêtement... surtout qu'Omar qui est revenu, donc déjà Greg... son père spirituel est rentré. Mais je veux dire, moi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ça, ça met quand même beaucoup de pression sur cette équipe de Genève. Et sur Cadieux. Et Yann Cadieux et Marc Gauthier aussi. Oui, je veux dire. Donc automatiquement, la pression va tomber sur Marc Gauthier, qui va la mettre sur Yann Cadieux, qui va la mettre sur ses joueurs, et ainsi de suite. Donc il y a de grosses attentes là. Moi, ça sera super intéressant pour moi de voir comment Yann va gérer cette équipe, parce qu'il faut quand même un gros caractère quand tu as une équipe comme ça. On parlait de Hartikanen, Omar, tout ça, mais un gars comme Winnick, qui jouait 25 minutes par match, tout ça, il faudra aussi gérer son caractère. Ouais, mais tu crois pas qu'à un moment, justement, on disait il est du temps de 5, est-ce qu'à un moment, il accepte aussi en se disant je vais pas fournir 25 minutes de qualité en 2022-2023. Je vais fournir 17 minutes de qualité ou peut-être 15 minutes de qualité et ça va aider mon équipe. Tu penses pas qu'il préfère aller gagner justement des titres plutôt que de se dire ouais, c'est bien, j'ai marqué 23 buts, c'est mieux que la saison telle et telle. Je te donne un exemple tout simple. Un gars qui voulait gagner des titres aussi, Philippe Boson. Je lui dis, s'il pouvait passer 60 minutes sur la glace, le Boz, il passait 60 minutes sur la glace parce que il bouffait de la glace, quoi. Et un Winnick me semble un petit peu au niveau du caractère un peu le même style de joueur, quoi, qui se laisse jamais faire, qui va devant la cage, qui est solide. Et voilà, bon, moi je l'aime beaucoup, hein, je pense que tout le monde a compris ça. Mais je veux dire, moi, c'est ça, la gestion de cette équipe, ça sera super intéressant. Et surtout, comment ça va se passer quand il y aura quelques défaites. Alors, est-ce qu'il y en aura? Est-ce qu'il y aura des séries? Mais ça, c'est quand même... C'est dans les moments les plus difficiles qu'on voit en fait le caractère des joueurs et du coach. Donc, ça sera quand même super intéressant. Mais cette équipe de Genève, c'est du solide aussi. Hein. Est-ce que le point faible de Genève, c'est pas dans les buts? C'est de la question, c'était qu'est-ce qu'on a plus peur de quoi? De la défense de Genève ou des gardiens? Moi, c'est les gardiens. Je pose la question. J'adore Gauthier Desclous. Tu adores Robert Mayer? Je connais les sorties de Robert Mayer, t'adores. Oui. Mais même si on adore Gauthier, même si on adore Robert Mayer, c'est pas Giannoni, c'est pas Berra, ils n'ont encore pas cette envergure-là. Il a eu des pépins physiques. Exactement. Il a eu une saison compliquée, enfin 2 saisons, parce qu'il y a eu les playoffs qui sont mal terminés pour lui la saison d'avant. La saison dernière, il était pas mal blessé. Est-ce que le point faible de Genève, c'est pas dans les buts? Moi, je pense que le point faible de cette équipe de Genève, je dois dire qu'en prenant Meyer, ils ont fait un nez, je pense, honnêtement, qui peut rendre de bons services. Il faut espérer que Gauthier reste en santé. Puis la qualité de la défense est bonne, mais un peu courte à mon avis. C'est que si tu as 1 ou 2 blessés importants, on l'a vu aussi l'année passée, c'était quand même un peu plus difficile parce qu'il y avait, après tu as Tom Ernest qui joue 30 minutes, mais au bout d'un moment, lui... Est-ce que ça manque pas un peu de muscle en défense? Moi, je vois Maurer. Tom Ernest Vatanen me semble être un all-around, donc il peut vraiment jouer tout bien, mais Jacquemet, c'est pas forcément le joueur que je vois le plus fort physiquement. Le Coultre non plus. Carrère me semble être c'est des super joueurs. Carrère est assez physique quand même. Je trouve qu'il amène quand même, pas du muscle au sens, c'est pas un gros bourrin, mais il est capable de jouer à ce niveau-là, je trouve, et d'amener cette dimension-là. Vatanen, t'oublies, c'est pas un joueur très physique.
mais finalement, elle est construite de manière à être alléchante. Ouais. Elle est plutôt romantique, cette équipe de Genève. Ah bah c'est pas Genève de Max Sorlet, hein. C'est vraiment une équipe qui est vraiment complètement différente. Ils vont pas shooter sur le gardien pour avoir des engagements dans la zone offensive, quoi. Non, ça va jouer. Le seul truc, moi, je vois, c'est comme tu l'as très bien dit, Roland, là, les gardiens et puis les blessures, surtout sur la défense, parce qu'au niveau de l'attaque, ils ont quand même, s'il y a 2-3 blessés, ils arrivent à combler ça avec des joueurs. Moi, j'ai une question sur Yann Cadieux, Ouais. que tu as connu pendant 2 ans, Ouais. une année et demie, parce que la deuxième année, tu es parti en cours de saison, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu l'as connu comme joueur, tu le vois maintenant entraîneur. Tu es surpris que cet ancien coéquipier soit un de ceux qui fait carrière comme entraîneur? Mais pas vraiment, parce que je veux dire, il vient d'une famille de joueurs et de coachs. Hein. Son papa était est très connu dans le monde du hockey. Je le voyais pas faire autre chose, quoi. Je veux dire, je suis pas étonné. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui dit ouais, mais Yann, il est très sérieux, il est pas tellement causant, tout ça. Je dis mais moi ça me fait bizarre parce que moi j'ai fait un peu les 400 coups parce qu'on était très jeunes quand on était à Lugano, donc on a bien rigolé. Ah, ça c'est les anecdotes. Non, ça je peux pas balancer ça. Mais je veux dire, c'est un mec qui a l'air comme ça, très renfermé, mais il est pas si renfermé que ça. C'est juste un petit peu à l'image de mon frère Julien. Ils sont assez timides, ces gars-là. Ils sont assez timides, mais quand tu es avec eux tout seul, c'est pas la même chose. Vous verrez, une fois on fera une sortie avec mes frangins, vous parlerez plus la même chose d'eux après. C'est alléchant, là. C'est alléchant. Mais Yann, c'est un gars, moi j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. On était l'un à côté de l'autre dans le vestiaire de Lugano. Et puis je sais pas pourquoi, on était un peu les souffle-douleurs du coach à ce moment-là. Alors, c'était lequel, Kolev ou Bialiatdinov? Bialiatdinov, Kolev, ça allait très très bien. Je veux dire, moi j'ai eu des belles années avec Kolev à Lugano, puis on a changé totalement de coach avec une vision plutôt pays de l'Est. Et puis avec moi ça passait très très mal. Puis, il m'appréciait pas beaucoup parce que j'avais un style nord-américain, quoi. Je veux dire, Yann, exactement la même chose, c'est-à-dire puck on net, drive the net, tricoter avec le puck, c'était pas trop mon truc, quoi. Je dis, plus nord-sud que voilà, est-ouest. on faisait pas des pulls en laine, quoi, je veux dire. Après les cafés crème, les pulls en laine. Donc voilà, donc il nous était dessus du matin au soir, et puis moi j'ai dû quitter Lugano parce que clairement, j'ai pas peur de le dire, je l'ai envoyé bouler devant toute l'équipe, quoi, à 23 ans, et puis le lendemain, il m'a dit, mais vous voulez vraiment une anecdote? Vous avez le temps pour une anecdote un peu de On a tout le temps. Et puis, si tu veux, je l'ai envoyé bouler un matin parce qu'il avait commencé d'engueuler le matin d'un match. On avait perdu à Rapperswil le jour d'avant. Moi, je n'avais pas joué, donc il ne m'avait pas fait jouer une fois. Puis le lendemain matin, on a un meeting pour le match du soir. On joue à Lugano le match du soir. Et puis il commence son meeting. Et puis je connaissais comment il faisait. Il commençait, puis il commençait à pointer Katz du doigt. On lui disait, t'es ci, t'es ça, machin. Puis le prochain, c'était moi. Puis là, quand j'en pouvais plus, quoi. Pourtant, ça faisait pas si longtemps ça. J'ai dit, cette fois, ça va pas passer. Bon, on m'a toujours appris qu'on se met pas à genoux pour de l'argent, n'importe quoi. Mais que j'étais payé par Lugano, j'acceptais pas qu'un gars se comporte comme ça avec moi. Donc, je l'ai envoyé bouler devant tout le monde. Clairement, je voyais mon Oli Keller, je me souviens toujours qu'il était en face, qui me faisait comme ça, qui me disait non, dis rien, mais j'ai pas réussi à tenir, donc je l'ai envoyé bouler. On a eu l'entraînement. Je suis rentré l'après-midi à la maison pour me préparer pour le match. Puis quand je suis arrivé pour le match, il y avait écrit sur le tableau l'alignement de l'équipe. Puis j'étais pas sur l'alignement de l'équipe. Puis ce mec, malgré qu'il était 5 fois champion du monde et puis que c'était un grand joueur de hockey, il a pas osé venir me dire en face que j'étais pas obligé de m'équiper ce soir. Il a envoyé le coach assistant qui était Ivan Odzanata pour me dire qu'il comptait pas sur moi dans l'équipe. Je suis rentré à la maison. Ils ont de nouveau perdu parce qu'on a perdu beaucoup cette année-là. Et puis le lendemain, il m'a convoqué dans son bureau avec les 2 coachs assistants qui eux étaient plutôt de mon côté, mais ils n'osaient rien dire, c'était tout à fait normal. Puis il m'a dit, écoute, si tu t'excuses devant toute l'équipe de ce que tu m'as dit, je te réintègre dans l'équipe. Puis j'ai dit, écoute, non, je ne m'excuse pas parce que je n'ai pas à m'excuser, c'est toi qui devrais t'excuser. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé de quitter Lugano. Donc voilà. Donc tu peux passer. Fribourg était content. Ouais, Fribourg était très content. Puis moi j'ai passé de belles années à Fribourg. Mais comme quoi tu peux passer de belles années dans un club, il suffit qu'il change une personne, et puis voilà, comme un boss, dans le fond, peut-être dans votre métier. Si tout d'un coup, une fois, c'est plus Roland qui dirige les Pocalistes, peut-être que 2 mois après, je ne serai plus là aussi, parce que je vais empoigner celui qui l'aura remplacé. À part ça, on a mentionné Praplan, Bertadja aussi, c'est un joueur qu'on attend, il a quand même signé 5 ans. Il a quitté le cocon luganais, on va dire, ce qui se met un petit peu en danger, je sais pas, mais en tout cas, il
il s'offre une nouvelle, comme une sorte de nouvelle bouffée d'oxygène en allant ailleurs. Je me réjouis de voir Bertagia, mais je me dis aussi qu'il n'y a que 9 places en attaque, on va dire. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a 3-4 ans en arrière, si on avait annoncé l'arrivée de Bertagia et de Praplan à Genève, on aurait dit « Waouh, c'est impressionnant !» C'était braderie, je veux dire, là-bas. C'est impressionnant. Là, ils sont un peu passés un peu sous le radar quand même, parce qu'il y a tellement d'autres noms prestigieux qui sont arrivés que du coup, ils ont peut-être un peu moins de pression, parce qu'on les attend peut-être un petit peu moins que les autres, en fait. Donc, le move n'est peut-être pas si mauvais, en fait. Mais Bertagia, Greg, toi, tu le vois où tu vois un gars qui fait en termes de points, je dis. J'espère qu'on va le voir déjà. Ouais. Parce que justement, actuellement, je pense effectivement que c'est un joueur qui a plein de qualités. Je pense que dans un contexte normal où les étrangers numéro 5 et 6 sont ceux qu'on imaginait être les étrangers 5 et 6, et peut-être qu'imaginait Marc Gauchi au moment où il signe Bertagia, ça aurait pu être un renfort de poids. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a Artikainen devant. Et finalement, ça a pris une place supplémentaire. Le Praplan s'est libéré. Donc, il a sauté sur l'occasion Gauchi. C'est une autre place qui n'est plus libre. Il y a toujours Rod comme ailier. Non, les places à l'aile sont vraiment, vraiment limitées. Donc, Genève a eu des blessés l'année passée, ce qui a fait qu'il y a aussi eu le cadre qui était un peu court à un certain moment. Là, il est suffisamment profond pour pallier les éventuelles absences, les éventuelles blessures. Et donc, Genève est bien fourni. Mais non, moi, actuellement, si tout le monde est en santé et si le cadre normal joue 50 matchs, une cinquantaine de matchs, je vois une saison un peu compliquée pour Bertagia. Et je vois aussi à un moment le directeur sportif qui dit à son entraîneur on ne peut pas donner un peu de temps de glace à Alessio Bertagia à un moment parce que il faut le faire jouer. Il est là pour 5 ans. Je ne peux pas me permettre de le voir dépérir ici. Tu le mets où? Tu peux pas déjà, on parlait des jeunes. Moi, c'était aussi un truc que je voulais voir. Parce que Bertagia, c'est pas un joueur de 4e bloc, c'est pas un joueur de box-play, c'est un joueur qui doit avoir un rôle offensif important. Mais tu le mets où? Et ça, c'est une très très bonne question. L'année passée à Lugano, il était plutôt dans le 3-4e aussi. Oui, plutôt 3e. Puis Lugano n'avait pas l'équipe de Genève, donc aussi il y a peut-être, je sais pas, mais je veux dire, avec Chris, on sait qu'il est assez catégorique dans ses choix. Maintenant, je pense que moi, Bertagia, il faudra qu'il bosse pour gagner une place dans cette équipe et tout le talent qu'il a, parce qu'il est monstre talentueux. Son gros problème, c'était toujours la régularité à joueur. Et c'est ça peut-être la chose qui... Tu connais bien son père? Ouais, j'ai joué avec, Très bon gars, Sandro. Le Dino. On appelle Dino le dinosaure. C'était Yann Cadieux qui avait inventé ce nom, si jamais. Yann, si tu nous écoutes. Puis ça y est resté, Dino. Puis il le prenait bien parce que c'est un gars super sympa, de bonne humeur. Il est agent de joueur maintenant, je crois bien, Sandro, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc... je pense pas que Lugano a tout fait aussi pour le garder. Donc, c'était un peu Fazzini, Riva, Bertagia. Là aussi, il devait faire peut-être des choix. Tout simplement. Tu as raison. Et moi, je pense qu'effectivement, lui, ça pourrait être long, 50 contrats, si tout d'un coup, il joue un peu moins. On a parlé des jeunes. Patry, il est parti à Lugano. Arnaud Ria, il avait fait un essai à Ajoie, ça n'a pas fonctionné. Vuyamo, il était prêté à Ajoie. Smirnovs, un temps on imaginait que ça pouvait être, quand il était signé 3 ans, il nous épatait et tout. Ça commence à gentiment se tasser dans l'alignement, on a l'impression qu'on ne voit pas tellement où il pourrait jouer. Les jeunes, il y a Smons aussi en défense, mais c'est compliqué pour les jeunes à Genève. On a parlé des Derungs en début d'épisode concernant Ajoie. Il y a son frangin Kinou, Derungs, qui est à Genève. Lui, ils en attendent beaucoup. Mais là aussi, il va falloir qu'il trouve sa place, qu'il ait une place. Et si c'est pour le laisser en 4e ligne et jouer 8 minutes par match, alors autant l'envoyer en Swiss League. Et je pense que c'est faire injure à aucun joueur que de dire que de faire un saut en Swiss League, c'est pas un problème. Dans le développement, ça peut tout à fait être une voie intéressante qui pourrait être celle que lui va suivre. Il y a Chanton aussi, défenseur, qui lui aussi pourrait gentiment trouver une place dans l'alignement du côté de Genève. Mais est-ce que c'est cette saison? Peut-être. Sinon, là aussi, un passage un étage en dessous pour remonter, c'est jamais une mauvaise idée. Pour un Vuyamo, mais tant mieux qu'il aille faire un peu de glace ailleurs, parce qu'à Genève, il sera complètement bloqué. Parce qu'on disait, on a déjà trouvé de la place pour Bertagia, pour les jeunes, c'est encore pire, quoi, je veux dire. Et il y a 4 ans en arrière, on nous vendait la formation des jeunes et tout ça. Je veux dire, c'est assez fou comme les paradigmes changent quand tu as,
avec tout ce qu'il y a eu, ce Covid, cette guerre, tout ça, ça a changé pas mal notre championnat, quoi. Après, on parle souvent des jeunes et on a l'impression qu'on dit tout le temps, les 18-20 ans. Il ne faut quand même pas oublier non plus que Simon Lecoultre, à 23 ans, ça reste un jeune dans l'absolu. Un Roger Carrère, Marco Miranda sont aussi de jeunes joueurs, finalement. Alors, Miranda, comme on l'oublie en plus. Justement, Miranda, c'est un 98. Et lui aussi, il va falloir lui trouver une place dans l'alignement parce que c'est un joueur qui peut amener vraiment une autre dimension dans cette équipe que justement des joueurs qui sont peut-être purement offensivement importants. Et Miranda, il amène d'autres choses. Mais il faut leur donner des minutes. Et donc oui, Genève a quand même certains jeunes joueurs dans son alignement, mais c'est pas des jeunes pousses, disons. Cadieux a du boulot, quoi. Il peut se remuer la tête pas mal de nuits, quoi, pour trouver la bonne alchimie là-dedans. On termine notre tour d'horizon roman avec le Lausanne Hockey Club. On sait déjà, je vois des sourires autour de la table parce que on sait qu'on risque d'avoir peut-être des gens qui vont dire « Ouais, mais de nouveau, c'est pas possible. » C'est un peu comme avec les Pécalistes, ils critiquent tout le temps. Mais le fait est que, aux Pécalistes, on les a classés dans nos pronostics plutôt entre la 7e et la 10e. Moi, je les voyais potentiellement 6e. Il y avait deux personnes, Jean-Fred et Didier, qui les voyaient dans le top 6 et le reste voyait dans mais j'étais pas vendu. C'est-à-dire que c'est... si on me mettait un fusil sur la tempe en disant tu changes ton avis, j'aurais dit ouais, je vais les mettre volontiers 7 ou 8. Je savais pas trop, je voulais un peu favoriser le côté roman au Pécaliste, mais il n'empêche que j'ai mentionné le nom comme tu l'as dit, Voldemort, le nom qu'il ne faut pas prononcer, mais c'est un peu ça. À Lausanne, le problème est que les gens ont tendance des fois à nous dire oui, mais vous exagérez, on a l'impression que c'est chaque fois ça. Que quand on essaye de faire comprendre et que c'est basé sur des faits, c'est pas basé sur un ressenti, mais que travailler avec Svoboda, c'est compliqué en tant que directeur des opérations, que finalement le coach peut bien faire ce qu'il veut, mais après au bout du compte, c'est lui qui décide en étant propriétaire minoritaire. Et puis si tout d'un coup il n'a pas envie de quelque chose, ben ça change. Puis si tout d'un coup il est amoureux de quelque chose, ben ça change. Et puis ça c'est. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, en fait, il faut bien que les auditeurs comprennent aussi que quand on parle de Svoboda, ça sort pas d'un chapeau comme ça. C'est pas un truc inventé en fait. C'est parce que nous dans le milieu, on va parler avec les joueurs, on va parler avec le monde du staff, on va parler avec des personnes qui sont proches du club. Et c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Puis à un moment donné, parce que tu peux avoir une personne qui va te dire du mal d'une autre personne parce qu'elle a ressenti, parce qu'il s'est passé mal. Ouais, puis qu'elle a envie de trouver quelque chose. Et voilà, ça peut arriver. Mais là, quand tu as celui-là, plus celui-là qui va te raconter, puis lui, il va te raconter aussi. Au bout d'un moment, c'est pour ça en fait qu'on peut sortir des trucs un peu, des appréhensions par rapport. À Svoboda. Si tu enlèves le côté relation puis tout ça, moi je prends en compte seulement les moves qu'il a fait, tout simplement. Et il y en a des bons. On parle juste de hockey. Je veux dire, oui, il y en a des bons à la signature, mais souvent certains, ça se finit en queue de poisson. Baumgartner, Barberio, puis il y en a des autres. Conacher, Varane. Barberio, je vous rappelle qu'on le signe pour 3 ans. Si on le met capitaine. Et on le met capitaine. Et je vous rappelle que à ce micro, on était quand même surpris de voir des contrats de 3 ans pour des étrangers parce qu'on a plutôt l'impression d'avoir... On voit plutôt du 1 plus option ou 2 vraiment. Pour voir ce que ça vaut. D'ailleurs, quand on avait vu les 3 ans de Sørensen, on s'était aussi dit c'est 3 ans, attention quand même, avec un joueur qui ne connaît pas le championnat, qui débarque dans un nouvel environnement. Oui, peut-être c'était la raison pour laquelle ils ont réussi à signer tel joueur à un tel contrat, mais attention. Et là, Barberio, ça leur a clairement c'est catch, à la tronche. Les 3 ans de contrat, on va dire les 2-3 premiers mois, c'est un peu... On regarde un peu avec le sourcil en hameçon, puis finalement on se dit, en voyant la fin de saison, ok, peut-être. Mais je vivrais quand même plus sereinement si j'étais Lausanne avec ces catchs pour 2 ans. Idem pour Gernat. Idem même pour tous ces bons joueurs, finalement. Même si ça marche, tant mieux, mais c'est quand même un risque que tu prends. Et on a l'impression qu'on se dit, mais on est sûr que c'était obligatoire de signer aussi longtemps. Il n'y avait pas moyen. À 2 ans, il ne venait pas. C'était 3 ans ou rien. Finalement, cette question des contrats et de leur durée, elle se pose aussi pour les joueurs suisses. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs suisses qui ont signé des contrats très longs
de très longue durée. Et je pense, le premier auquel je pense, c'est Ronald Skennings, qui avait signé pour 5 ans. Puis tu te dis, mais c'est qui la concurrence sur ce dossier-là? Quand Baumgartner signe 4 ans, ils ont fait une offre de ce que j'ai entendu. Il y avait un autre club, et je pense que Geoffrey, tu as les mêmes informations que moi. C'est pas à joie. Il y a un autre club qui était sur les rangs, et au dernier moment, il y a eu une offre du Lausanne HC supérieure en année et en argent. Et au bout d'un moment, moi je me dis, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire si tu fais, on va dire, une Christian Dubé dans le jargon, à savoir, allez, je te mets 2 ans de plus, comme ça je suis sûr de te signer, au moins tu rognes un peu sur l'argent à l'année. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a plus d'années et plus d'argent. Et là, je me dis, c'est quand même un petit peu particulier. Et quand Lausanne signe Michael Hugli aussi pour un contrat à longue durée, je me dis, c'est qui la concurrence? Pounenovs, 5 ans, honnêtement. Pounenovs, pareil, il a ce contrat jusqu'en 2027. Maintenant, il verse Pounenovs. Alors là où le Lausanne HC n'a pas de chance sur ce coup-là, c'est comme d'autres contrats qui ont été signés avant l'invasion de l'Ukraine, où tu te dis, bon, bah, peut-être que c'était aussi même un contrat qui était avant parce qu'on sait que ça s'est signé très très tôt. Je ne sais pas à quel point ça s'est signé tôt, Pounenovs. Mais est-ce que les 6 étrangers étaient déjà validés? Non, parce que Cloton n'était pas encore monté en National League. Donc, c'est peut-être le seul cas où je donne un bénéfice du doute au Lausanne HC, c'est que je me dis, bon, bah, Pounenovs, ils ont dit, bon, on a un gardien, on y croit, on le bétonne. Ça, j'entends. Et ce qui est énervant avec ce club, c'est que ça fait des années que l'on parle beaucoup plus de l'à côté que de la glace, en fait. Et qu'à un moment donné, on aurait vraiment envie de parler de hockey, en fait, avec cette équipe. Mais non, il y a toujours des espèces d'histoires qui arrivent par derrière, machin. Et ça, mais parce qu'on sait qu'il y a tout pour bien faire. Il y a une patinoire, on parlait de Bienne avant, en disant que ça avait donné un élan. On voit avec Fribourg l'élan que ça donne. Donc en fait, cette nouvelle patinoire à Lausanne, c'est un super outil de travail, il n'y a pas de problème. Mais il y a de l'argent, donc en fait, toutes les conditions sont requises et remplies pour que normalement, ça soit pas trop mal. Et on a l'impression qu'on pourrait tellement mieux faire. C'est, je pense, ça aussi. Mais comme le disait Greg dans les Pucalis lundi, jusqu'à quand ça va durer en fait? Quand est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va siffler la fin de la récré, quoi, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, quoi. Oui, et là, je ne suis pas du tout en train de faire d'appeler à l'apocalypse en disant « Ouh là, c'est comme Chagaïev » ou j'en sais rien, ça n'a rien à voir. Hein. On est bien d'accord. Et ça, on n'est jamais rentré dans ce genre de discussion-là. Totalement. Par contre, quand on parle de fin de la récré, c'est la fin du carnet de chèques illimité ou de la Visa Gold pour Peter Svoboda où il peut faire n'importe quoi et il n'y a aucune conséquence. Et finalement, à quel moment on va lui demander des comptes? À quel moment Gregory Finger va dire on est vraiment sûr que chaque année, je dois payer 2 contrats dans le vide, un bout à gauche, à droite, parce qu'on a signé tel ou tel joueur pour 4 ou 5 ans? Ou est-ce qu'on va commencer à faire un peu le job un peu correctement? Et je sais que tous les engagements et tous les contrats ne sont pas tous des erreurs ou pas des erreurs, des choix de Peter Svoboda, on est bien d'accord. Il n'y a pas que lui, John Foust est aussi impliqué. Mais au bout du compte, qui paye décide. Et Peter Svoboda étant dans les 2 propriétaires, maintenant ils étaient 3, ils sont plus que 2, ça reste un propriétaire minoritaire, mais il est quand même là au milieu. Et il a quand même plus d'impact que John Foust. Et John Foust, quel est son rôle finalement et quel est son impact là au milieu? Ça, moi, je peine aussi un peu à le savoir. Parce que la défense, si on reprend le contingent, les gardiens, on a Stéphane Pounenovs, ça a l'air d'être assez correct. La défense... C'est plus que correct. C'est plus que correct. Si Pounenovs est en santé, exactement. Je pense que c'est un bon duo de gardiens. Ça tient la route. La défense, on a des internationaux, on a des Glauser, on a des Frick, on a Eldner qui est aussi solide. Avec un défenseur étranger, on va chercher... Un des seuls clubs qui a pu se permettre de jouer qu'avec un seul défenseur étranger parce qu'il y a du lourd. Il y a de la qualité. On a même presque finalement un Marty maintenant en 7e avec l'arrivée d'Jelovac. Donc vraiment, il y a de quoi faire, même en cas de blessure. En attaque, on a cette ligne Fuchs, Ria, Sekac qui a bien marché la saison passée. On l'a reconduit cette année. Normalement, ça va bien aller. On a une ligne avec Odette, Kovacs et puis je crois que c'est Salomeki, mais ça peut être un autre. On a une bonne ligne aussi là, même la 3e ligne avec un Jäger, on l'a mentionné, qui marche vraiment pas mal du tout en cette pré-saison. Et il avait été sélectionné par Fischer pour les premières équipes de Suisse de préparation, ça s'était bien passé. Le duo avec Hugli semble bien fonctionner, Raffel à côté aussi. Donc finalement, les 3 lignes là, l'équipe, elle est bien. La 4e ligne, même, on n'a encore pas nommé Kennings. Puis après, on nomme la 5e ligne, la 6e ligne, parce que finalement, on a beaucoup de joueurs sous contrat. On a des Maya, on a des Douai, on a un Allemand qui a été signé 2 ans. Là aussi, où on se dit, mais ok, on avait l'occasion de peut-être se dire, non, là, on a assez de monde. Ma foi, pas que c'est un mauvais joueur, mais on le laisse partir chercher quelque chose ailleurs, un autre contrat
Et non, finalement, on le re-signe. Et on le remet sur le marché quelques jours après avoir signé son contrat de 2 ans. C'est pas le seul. Hein. Non, mais là, il y a quand même une temporalité qui veut rien dire. Dans le sens où en avril, tu dis tiens, Cody, contrat de 2 ans, puis en mai, tu dis à tous les clubs de la Ligue, mais on a Allemande sous contrat pour 2 ans, il n'y aurait pas moyen de trouver une solution. Que Guillaume Maillard, qui est en fin de contrat, tu dises lui, on ne voit pas vraiment de solution, donc autant pour le joueur et pour le club qu'on trouve une solution, moi je l'entends complètement. Lui, je le vois bien aller du côté d'Ajoie. Mais non, mais ça serait typiquement un joueur qui serait intéressant, avec un prix qui pourrait être finalement jouable peut-être. Non, t'as évidemment, raison. sans doute que Lausanne prendrait une partie, mais là, il pourrait bien se relancer et il serait intéressant dans ce genre d'équipe. Mais au niveau du contingent, moi cette équipe de Lausanne, elle me plairait bien dans le monde d'avant, on va dire. Parce que je pense qu'elle a 3 lignes très homogènes, de 1 à 3. Mais c'est qui les leaders offensifs ? Alors oui, il y a eu Sekac qui a eu un coup de chaud sur toute la fin de saison dernière, où il était franchement... Je pense qu'à un moment, c'était quasi le meilleur du championnat, hors Denis Malguin, parce qu'il était dans une autre stratosphère la saison dernière, Denis Malguin. Mais Sekac était quasi... J'avais l'impression qu'il faisait 1 mètre de plus que tout le monde, il allait 10 km/h de plus vite que tout le monde, puis en plus, le puck, il lui collait à la palette. Enfin, à un moment, Sekac, c'était vraiment de la folie. Et cette ligne, comme tu l'as dit très justement, avec Fuchs, fonctionnait très bien, et Damien Ria aussi. Donc, c'est une équipe qui a des leaders, qui a une belle homogénéité, mais là, il me semble qu'il manque ce punch supplémentaire offensif que tout le monde a pu avoir. Et ce punch aurait pu être un autre joueur que Mika Salomaki, par exemple. Alors, il ne faut pas croire que je m'acharne sur lui, mais je me dis, quand certains clubs, les étrangers numéro 5 et 6, c'est, on va dire, Artikainen et Omark, parce que c'est un des exemples qui est pas loin de Lausanne, puis que là, l'un des deux, c'est Salomaki, je me dis, on est vraiment sûr qu'il n'y avait pas un tout petit peu mieux à faire sur le marché des étrangers. Odette. Signé combien de temps, Salomaki ? Il a signé 2 ans. C'est ça, en plus. C'est que chaque fois, de se dire, on voit le pédigré. Et Odette signe aussi 2 ans. Là, je suis moins critique. Je pense que c'est un bon engagement. Non, mais 2 ans, on a dit. C'est plus quand c'est 3 que c'est un peu spécial. Mais là, par contre, si on regarde le contingent du LHC et les contrats, c'est selon Elite Prospect. Parce que je sais que des fois, il y a des erreurs. Et puis, il y a des clubs où c'est un peu plus simple. Disons, Lausanne, c'est de temps en temps un poil tendu. Mais il y a des choses qu'on sait. Stéphane reste en fin de contrat. Maillard, fin de contrat. Arnold, Meno, Tevo et Östlund. Tous les autres joueurs, selon Elite Prospect, sont encore sous contrat. Donc, ça implique Odette, Emerton, Salomaki, Gernat, Sekac. Ça implique tous les étrangers, Kovac aussi, sont sous contrat. Et là, on parlait justement de lancer une nouvelle dynamique, de changer quelque chose. Et finalement, Lausanne, le seul moyen si ça venait à pas fonctionner ou s'ils voulaient lancer quelque chose, le seul moyen, ça va être de payer les contrats dans le vide, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'en amont, tu as fait des choix qui sont discutables. Et il faut changer... Il y a l'entraîneur aussi, finalement, parce qu'on a parlé de Svoboda. Cette ingérence qui fait au sein de ce club, finalement, travailler en étant John Foust, j'aimerais pas être John Foust, finalement, à bosser comme ça, parce que... Je sais pas si lui, il est content d'être John Foust en ce moment. Voilà, je dis pas que c'est facile d'être coach. Finalement, on parlait de Yann Cadieux, qui a beaucoup de pression, mais là, c'est une pression qui est un peu différente. C'est que, effectivement, tu as ton directeur sportif qui dit fais voir jouer Bertadja parce que je l'ai signé 5 ans. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais à un moment, d'avoir quelqu'un qui se dit ouais, non, là, ça me plaît pas, faut tout changer. D'accord, mais on comprend pas très bien. Puis limite à venir faire ton line-up quand même. Je veux dire, c'est aussi un peu ça. Donc, puis il faut pas oublier une chose, c'est que on dit les joueurs de hockey sont professionnels. J'en ai parlé aussi pendant les Pocalistes. Je veux dire, ok, ils sont professionnels, mais c'est des êtres humains. Donc tous les matins, quand tu te lèves pour l'entraînement, tu te poses la question de savoir si tu vas apprendre dans le journal ou dans le vestiaire que tu es tête sur le marché. Alors que le mieux, ça serait quand même te convoquer et te dire écoute, on veut peut-être penser à t'échanger parce qu'on n'est plus content. Mais c'est ça le gros problème de Lausanne, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent. Les joueurs ne sont pas au courant, comme tu as dit, Greg. C'était l'exemple de Genadzi l'année passée. Voilà, Genadzi l'année passée, qu'on voulait peler et puis que tout d'un coup, on signe 3 ans. Tu dis c'est fort en chocolat, hein, je veux dire, ces choses-là. Ouais. Et ça. Le résumé de Lausanne, c'est qu'ils ont une très bonne équipe. Ça fait plusieurs années qu'ils ont une très très bonne équipe. Mais que toute cette gestion extérieure à l'équipe, malheureusement, pénalise l'équipe et puis les résultats s'en ressentent. Et puis le gros problème de Lausanne, par rapport à certaines qualités de joueurs qu'ils ont eu ces dernières années, c'est le powerplay. Il me semble que c'est récurrent depuis des années qu'ils ont un powerplay. Kovacs a été engagé pour être un buteur, visiblement. Je leur souhaite, parce qu'ils en ont besoin. Ugly est censé être un buteur. Ouais. Je pense que le départ de Berchi, qui pourrait être vu comme un appauvrissement du contingent, parce que c'est un joueur qui amenait quelque chose, c'était un des meilleurs compteurs de Lausanne,
peut-être que c'est rebalancé différemment. C'est que si on a un Hugli qui est buteur, il peut compenser la perte de Christophe Berchi et puis en étant différent. Le powerplay marchait bien quand il y avait Malguin et Hudon. Oui. Il y a eu cette une moitié de saison, quoi. Ouais. Exactement, il y a eu cette accalmie-là où Lausanne avait un powerplay qui était efficace. Et là, tu as donné le nom de Robin Kovac, je sais pas, on va y aller moi je vais y aller pour Kovac, fais comme tu veux. Robin Kovac, moi je me réjouis vraiment énormément de le voir jouer parce qu'on m'en dit beaucoup de bien. Il peut être explosif, il a apparemment un super bon shoot. Moi de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, j'arrive pas à avoir un avis, puis en même temps si on avait des avis définitifs à la fin des matchs de préparation, enfin, ce serait absurde et j'ai pas à avoir un avis pour l'instant, je pense péremptoire, mais c'est un joueur qui a eu une carrière un petit peu cabossée, qui a eu des problèmes personnels à gérer, qui a eu des moments difficile et lui aussi le voit ce passage en Suisse comme un nouveau départ et je pense qu'il a 25 ans, il a tout pour justement vivre un nouveau départ et une deuxième carrière, on va dire entre guillemets, sans rentrer dans les détails de quoi comment finalement, peu importe, mais lui en mode je lance une nouvelle vie en Suisse, ça je pense que j'ai vraiment envie de le voir. Termine de manière un tout petit peu abrupte. On va faire un petit behind the scenes de Colfax. On ne peut pas dépasser les 2 heures au niveau de la technique, visiblement. Ouais, d'un des trucs techniques. Ah, vous aussi, vous avez des timings. Changer de technicien, puis c'est réglé. Quoi. Donc, on termine sur Lausanne. On a fait un tout petit peu plus court sur le LHC. On s'en excuse. On a essayé d'être positif sur le LHC. On s'en excuse pas, par contre. Merci pour votre fidélité. Puis surtout, merci à vous deux d'être venus à ce micro. C'était un plaisir comme l'année dernière. Toujours un plaisir. Réciproque pour moi. Et nous, on se retrouve mercredi prochain. Avec le championnat qui recommence. Le championnat qui commence, ce sera le jour J, avec ce Rapperswil Zurich décalé. Et on se réjouit que ça reprenne, plus qu'une semaine à attendre. Vos équipes hockey manager, on n'oublie pas de les faire. Il paraît même que Geoffrey va jouer. Ouais, on m'a forcé sous la torture. Tu confirmes? Ouais, surtout si tu me donnes des petites informations de temps en temps. Il faudra écouter Colfax. Ouais, ça monte toujours sur Spotify d'ailleurs pour les abonnés, donc c'est cool. Spotify, YouTube, SoundCloud. Exactement. Et d'ici là, toutes les questions, on est ravis d'y répondre si on a un petit peu de temps. Merci pour votre fidélité et bonne dernière semaine de préparation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.